Bonjour à tous, je m'appelle Bastien Maldinet, j'ai 25 ans, diplômée d'un master en finance dans la politique depuis 2021, candidat pour le Rassemblement national au départemental sur le canton de Machecoul, aux législatives de 2022 et de 2024 où je suis arrivée en tête dans 27 communes sur 37 et aujourd'hui j'ai l'honneur de constituer une liste d'union de droite avec l'URN, le RPR, l'UDR et l'Avenir français pour la liste de Pornic. Bien, bonjour à tous, Claire Hugues, moi j'ai 52 ans, je suis mariée depuis bientôt 30 ans, j'ai 3 grands-enfants. Dans ma formation initiale, moi je suis diplômée d'un Bac+5 en mathématiques appliquées, j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années en tant que directrice de projet informatique, puis j'ai fait du courtage. Ces métiers m'ont appris à la fois la rigueur et à la fois la gestion de projet, et puis je suis moi-même élue depuis 2008. Je suis maire de Pornic depuis 2024 où j'ai pris la succession de Jean-Michel Brard et je suis parallèlement vice-présidente de la région en charge des dossiers maritimes. Merci. Bonjour, Antoine Hubert, 39 ans, donc actuellement élu municipal et communautaire depuis 2020. J'ai 3 enfants en bas âge. Moi j'ai une formation en sciences politiques, mais sur la base de laquelle je n'ai pas fait de carrière. Je suis dans le secteur privé, entrepreneur dans le secteur de l'événementiel et du vin. La liste que je présente, et je tiens à le rappeler aussi, c'est très important, est une liste indépendante, donc en dehors des partis politiques de mes voisins. Voilà, moi j'étais divers centres en 2020, en 2021 au départemental, et on groupe chez nous des différentes sensibilités, de droite comme de gauche, mais ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est vraiment voilà, l'engagement pour le local et en dehors de toute appartenance à un parti politique. Merci. Alors, comment allez-vous procéder pour que Pornic puisse encore loger ses habitants à l'année? Alors cette question est très intéressante. Aujourd'hui, la priorité du logement est vraiment numéro 1 dans tous nos programmes. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, je pense qu'il faut favoriser l'existentiel et on aura l'occasion d'en revenir. Je pense qu'il faut pouvoir réhabiliter le centre-ville où aujourd'hui on peut mettre de nouveaux logements et je pense également qu'il faut revoir le PLU et aussi mettre en place un grand moratoire sur les nouveaux projets immobiliers afin de pouvoir limiter la bétonisation qui a beaucoup coulé ces dernières années. Et pour pouvoir y faire, il va falloir il va falloir maîtriser l'urbanisme, excusez-moi, afin qu'on puisse avoir des objectifs précis en termes de logement. Bien, le logement, on commence par la question la plus dure, puisque les enjeux de logement sur la ville de Pornic sont les enjeux les plus complexes à résoudre, avec à la fois une ville qui est extrêmement attractive, et cette attractivité fait, vous le savez, augmenter le prix du foncier de manière importante, et donc tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent le logement des jeunes en particulier, mais pas que, parce que nous savons aussi que nous avons à répondre à des besoins de logement de personnes qui vieillissent sans être totalement limitées, on va dire, et dans leur autonomie. Sur le logement des jeunes, nous on souhaite être dans la continuité de ce qu'on a déjà engagé, des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui ont des difficultés à se loger. Le premier axe, c'est la création de logements sociaux. Nous en avons créé, il faut qu'on continue à en créer sur la commune. Nous avons commencé à créer aussi des logements à loyer modéré, qui est une strate supplémentaire dans le parcours de logement. Il faut aussi continuer à développer ce que nous avons été la première commune de Loire-Atlantique à développer, à savoir le bail réel solidaire qui permet en particulier à des primo-accédants d'accéder à du logement, j'ai tendance à dire à moindre prix, en tout cas décorrélé du prix du foncier. Et puis je rappelle aussi qu'il y a les enjeux sur lesquels nous avons travaillé et nous continuerons de travailler sur le logement des très jeunes, des apprentis, avec le foyer de jeunes travailleurs que nous avons créé, et le logement des saisonniers sur lequel nous avons des projets à très moyen terme pour trouver des solutions aussi à cette population qui travaille sur la commune de manière plus ponctuelle. Le logement, c'est une des priorités, si ce n'est la priorité majeure, pour qu'on ait une ville qui continue, qui vive 12 mois sur 12. Le diagnostic. Déjà, premièrement, il est important de rappeler quand même qu'effectivement, en matière de logement abordable, dit social, la ville de Pornic a un déficit de 1800 logements. C'est dû effectivement à un manque d'anticipation des dernières décennies.
la loi de solidarité et de renouvellement urbain, normalement, imposerait 25% de logements abordables quand on est à peine 5%. Alors le retard est abyssal. Il n'est pas rattrapable et il n'est peut-être même pas souhaitable d'être rattrapé. En revanche, au-delà de la production de logements abordables, il y a maintenant d'autres dispositifs qui permettent de prioriser le logement à l'année. Je pense, et je le redis toujours, et je pense que c'est peut-être un point de rupture qu'on a ensemble, l'application de la loi Le Meurtre qui a 1 an permet dans les constructions nouvelles de prioriser le logement à l'année. C'est-à-dire plus de construction de nouvelles résidences secondaires. Voilà. L'objectif n'est pas du tout de chasser les résidences secondaires existants, ils sont autant attachés à Pornic et aussi contributeurs que les autres, mais l'objectif étant, comme l'ont fait Bayonne, Cancale, Saint-Malo, les Sables-d'Olonne, de venir appliquer dans les constructions nouvelles une priorité sur le logement à l'année. Enfin, autre levier, c'est le foncier et le parc immobilier communal. On a plus de 50 000 m² de surface planchée actuellement, avec un foncier communal qui est très dispersé. Je pense au bâtiment rue de la Dette de l'urbanisme qui est à bout de souffle, à d'autres bâtiments. Ce foncier peut être et doit être optimisé, regroupé et mobilisé pour produire du logement, notamment logement pour jeunes travailleurs ou logement saisonnier. Donc voilà, les différents leviers et dispositifs que nous appliquerons si nous sommes élus. Faut-il, d'après vous, réguler les locations touristiques de courte durée? Oui, pour moi la question de la régulation des locations touristiques est très importante. Aujourd'hui à Pornic, je pense qu'il y a beaucoup trop de locations saisonnières avec le Airbnb. C'est des problèmes, des difficultés avec des locations qui sont saisonnières, qui empêchent des Porniquais de pouvoir vivre à l'année, avec des locations par exemple qui sont accessibles de septembre jusqu'à juin et en juillet-août, il n'est pas possible de les louer. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait regarder ce que nos voisins ont fait au Sables-d'Olonne et je pense qu'il est important de pouvoir encadrer ces résidences afin que la proportion de résidences secondaires ou même de logements touristiques n'augmente pas plus afin de favoriser un logement à l'année et aussi préserver la vie toute l'année pour maintenir l'attractivité économique. Bien, sur ces logements location meublée de tourisme, parce que c'est ça le sujet, d'abord aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que nous avons mis en place l'enregistrement obligatoire de ces meublés de tourisme, il y a maintenant 1 an et demi, nous avons un bon diagnostic de ceux qu'ils représentent sur la commune. Combien ils sont, quels en sont les propriétaires, combien ils sont loués à l'année. Ce qui va nous permettre demain de regarder effectivement quelle régulation il est possible de mettre sur ces logements sur ces locations de meublés de tourisme. Sachant que ce que nous apprend le diagnostic aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas, contrairement à d'autres communes, on pourrait citer la Baule ou autres, nous n'avons pas de manière massive des gens qui investissent fortement sur les locations de meublés de tourisme. Nous n'avons pas de multipropriétaires de manière très forte. En fait, aujourd'hui, la régulation, je pense qu'il faut la mettre en place, mais il faut la mettre en place en faisant de la dentelle, en trouvant des équilibres. Pourquoi ? Premièrement, des meublés de tourisme, on en a aussi besoin pour le tourisme, en partie. Deuxièmement, il faut bien regarder, parce qu'une grosse partie de nos locations de meublés de tourisme sont finalement des résidences secondaires qui sont louées une partie du temps. Si on empêche demain les résidences secondaires de louer quand ils ne sont pas là, ces logements, ça ne les ramènera pas dans le logement à l'année. Donc, effet improductif. On a aussi sur la commune des résidences principales qui louent pour quelques nuits en location de meublés de tourisme. Donc tout ça pour vous dire que moi je pense qu'il faut aller réguler plus qu'on ne le fait aujourd'hui, mais ce n'est ni blanc ni noir, parce qu'en fonction des mesures qu'on va mettre en place, on n'aura pas l'objet et l'effet attendu, l'objectif attendu, qui est que ces meublés de tourisme puissent revenir au logement à l'année. Et je voudrais rajouter aussi autre chose, c'est qu'on est en train de regarder de manière plus précise le zonage de ces logements meublés de tourisme, de ces locatifs. On est en train de regarder leur zonage. Pourquoi ? Parce que dans le haut de la ville de Pornic, ils sont assez nombreux. Et là, on a un deuxième enjeu qui est un enjeu d'attractivité sur le haut de la ville, de vie sur le haut de la ville. Et je pense que la régulation qu'on doit mettre en place, elle doit aussi tenir compte de ce zonage, parce que c'est dans ce cœur de ville, dans ce haut de la ville, qu'on a besoin de plus de logements à l'année et probablement moins de locations de meublés de tourisme. Moi, tout d'abord, j'apprends qu'il y a un travail en cours. Vous la présentez ? Je ne savais... Non, pardon. Je ne savais pas qu'on était là pour s'appuyer sur des travaux en cours que seul
auquel vous étiez seul à avoir accès, au-delà de l'avoir présenté, on l'a surtout réclamé depuis 2 ans. On l'a obtenu en septembre. Le diagnostic, il est simple. Si je ne me trompe pas, Madame Hu, 1300 logements type Airbnb. La ville haute, par exemple, en concentre 25%. Là, j'ai reparlé de la Lemeur. L'objectif est clair. Il n'est surtout pas d'empêcher des revenus complémentaires pour les résidents principaux ou les résidences secondaires. L'objectif, il est d'empêcher l'investissement locatif. Je pense notamment au programme en cours, au programme derrière le casino, sur lequel Madame Hugues, on a quand même agi puisque c'était 80 résidences touristiques qui étaient prévues. Vous avez fini avec votre équipe par dénoncer le contrat pour faire du logement. En revanche, dans ces 135 logements, je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être 40% de logements sociaux à peu près, il y a encore beaucoup d'investissements locatifs pour des gens qui n'habitent pas à Pornic, qui habitent à distance. Moi, la ville haute, j'y habite, j'y ai grandi, mes grands-parents y ont toujours habité, j'ai vu les choses changer. Il y a maintenant des pans entiers d'immeubles qui sont remplis de boîtes à code. Donc, je veux bien qu'on parle de dentelle, la dentelle est peut-être en cours d'analyse, en tout cas, moi c'est une dentelle à laquelle pour l'instant je n'ai pas accès. La seule chose à laquelle on peut avoir accès, c'est qu'on sait justement que la loi Lemeur permet d'agir justement pour limiter ces revenus complémentaires à certaines propriétés, à une unité de propriété, à 2 unités de propriété. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on en parle depuis longtemps et le travail est toujours en cours et l'analyse est toujours en cours. Mais l'urgence elle est actuelle et le dispositif permet d'agir sur l'urgence. Donc voilà, moi, si j'ai accès à l'analyse en cours de la dentelle, pourquoi pas en parler. En attendant, je pense que le dernier conseil municipal est passé et qu'on s'exprime en tant que candidat et non en tant que maire ou élus municipaux. Oui, je voudrais juste dire que moi je base ce que je suis en train de dire sur la même étude que vous avez eue au mois de septembre et que j'ai. On a la même base d'informations pour dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Plusieurs projets de parking aérien place de la Gare. Que pensez-vous de cette idée? Alors je pense que la question des mobilités est aussi une question, enfin je vais reprendre cette question au sens des mobilités, est aussi un enjeu majeur de cette élection municipale à Pornic. Aujourd'hui, en termes de mobilité, par rapport à d'autres territoires comme le territoire de Nantes ou le territoire de Saint-Nazaire, on est en retard sur les transports. Aujourd'hui, moi, cette idée de parking aérien au niveau de la gare me semble une superbe idée, dans le sens que vous avez la possibilité de créer un pôle multimodal au niveau de la gare. Je pense que je n'apprendrai à personne que cette ligne de chemin de fer Pornic-Nantes a une histoire assez particulière. On aurait pu la perdre dans les années 2000, dans les années 2014, on a eu des travaux de rénovation. Aujourd'hui, sur cette question de mobilité, je pense que le parking pourrait déjà permettre de ramener du flux en centre-ville. Pour moi, c'est des études qui sont à voir avec la SNCF, à voir avec l'État et les services. Et je pense même au niveau de cette question, pour répondre sur la question sur le parking de la gare, pour moi, ça serait un moyen de pouvoir ramener du flux dans le centre-ville et de pouvoir mettre en valeur notre gare de Pornic. Bien, alors ce projet de parking aérien, nous l'avons dit à de multiples reprises, il n'est pas possible. Et j'ai donc un courrier qui redate, puisque à chaque fois on ne nous croit pas quand on nous dit que nous ne sommes pas propriétaires de ce foncier au fond de la gare de Pornic et que SNCF Gare et Connexion ne veut pas nous le vendre parce que comme la plupart du foncier dont elle est propriétaire, elle veut se le préserver en cas de maintenance et travaux. À de nombreuses reprises, on nous dit c'est pas vrai, on peut négocier. J'ai un courrier qui date encore de la fin de l'année confirmant que SNCF Gare et Connexion ne nous vendra pas et ne nous cédera pas ce parking. On peut l'utiliser, on en a une convention, mais on ne peut pas construire dessus parce qu'on ne peut pas être propriétaire. Donc ce projet, il n'est pas possible, quoique chacun plus intelligent et plus expert que moi peut dire tout ce qu'il veut, mais ça c'est la réalité de notre quotidien. Je voudrais ajouter en complément de ça que même si c'était possible, moi je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rajouter des flux sur la rue de Nantes et la rue de Gaulle. Donc même si c'était possible, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de créer un stationnement à cet endroit-là. Je pense au contraire, et c'est tout la signalétique qu'on a mis en place et dont on attend que le département les complète, je pense au contraire qu'il faut orienter nos flux plutôt vers le haut de la ville et orienter nos visiteurs, les Porniquais agissent comme ils le souhaitent, mais que nos visiteurs soient orientés
vers le parking Narcejac, qui même en été a de la place et est à proximité du port, ou soit orienté vers notre parking relais, puisque nous en avons un parking relais, c'est le parking du Val-Saint-Martin, qui a une navette permettant d'emmener les gens en centre-ville. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet du parking de la gare. Néanmoins, et là où je pense qu'on est en phase, l'espace global de la gare, ce qu'on appelle le pôle multimodal de la gare, il n'est aujourd'hui pas optimal. On y a des voitures, on y a des taxis, on y a des vélos, on y a dorénavant la navette à l'année, on y a des voitures puisqu'il y a du stationnement à cet endroit-là et de manière très lucide. Et je pense qu'on en conviendra les uns et les autres que cet espace n'est pas optimisé aujourd'hui et donc on a un travail d'aménagement pour pouvoir l'optimiser et le rendre plus fluide. Merci Madame Hugues. Et j'apprends que vous avez accès à un courrier auquel nous n'aurions pas eu accès en tant qu'élus. C'est un projet qu'on porte depuis 2020, qu'on reporte actuellement. C'est un courrier, je crois, il avait été dit en conseil municipal, qui date du 2 décembre 2025. Nous ne l'avons pas vu, on ne sait pas quelle question a été posée, on n'a pas vu la réponse. En revanche, moi, j'ai amené juste trois documents. Vous voyez un article Ouest France de 2011, dans lequel on voit votre papa, Jean-Michel Brard, et vous étiez actuellement dans l'équipe municipale. Et il est bien question ici d'un parking silo couvert à la gare de 400 places. Moi les documents, les documents, je les tiens à disposition, il n'y a pas de problème. J'aime bien être assez factuel et puis sourcer et puis donner surtout accès aux documents, c'est vraiment très important. Ensuite, j'ai un autre document. Pareil, c'est une étude de 2011 donc, qui s'appelle Reconquête d'un espace unique sur le littoral atlantique, la ZAC de la RIA. Donc c'est un document que vous avez voté, Madame Hugues, en tout cas la programmation vous l'avez décidé. Et c'est dans ce document, en page 11, alors là c'est tout petit mais je vous le mettrai en ligne, il n'y a pas de problème, on visualise bien le parking à étage sur la gare. 2011. Oui, non mais on est d'accord. Donc ce qui était possible en 2011 n'est plus possible, et ce qui n'est pas souhaitable aujourd'hui était souhaitable à l'époque. Et alors, quant à, j'ai envie de dire, je vais bien choisir les mots, quant à apaiser l'accès à Pornic et le rendre vraiment, on va dire, encore agréable et équilibré, et bien là j'ai un autre document, pareil, vous étiez élu, de 2009, une étude de pré-programmation de l'agence Paume, qui nous parle autour de la ZAC de la RIA et l'aménage autour de la gare, un pôle d'échange multimodal, afin d'accueillir à terme le TGV. Le TGV, regardez, c'est écrit ici. Je vois pas le rapport avec le parking. Non, c'est juste pour expliquer que ce que vous avez vendu comme un projet pendant des années, avec des besoins, on va dire, d'interconnexion qui sont intelligents. Alors le TGV, je pense franchement pas que ça soit souhaitable de le faire arriver. Quand en 2020, vous avez parlé de la gare des Duranceries, une halte ferroviaire aux Duranceries qui a été retoquée, bien évidemment, sur cette zone naturelle qui a été retoquée par la préfecture. Là, moi, je constate qu'en tant que campagne, alors vous êtes maire sentante, plutôt que de faire campagne, vous nous faites un vrai ou faux avec un courrier auquel on n'a pas eu accès. Et surtout, tout ce qui est sourcé montre que le projet, vous le portiez. Alors, au-delà de savoir... La question n'est pas de savoir si c'est faisable ou pas faisable, parce que la SNCF est friand de ce genre d'installation. Il y a des conventions tripartites qui sont faites entre la région, les collectivités locales et la SNCF. Le but n'est pas de racheter le foncier. Il peut y avoir un bail, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut effectivement, c'est négocier avec la SNCF. Mais actuellement, c'est du parking. Donc je ne vois pas en quoi la SNCF serait opposée à valoriser l'accès à sa gare et à permettre un peu plus d'interconnecter les transports. Et autre chose, moi je pense au contraire que la gare est une entrée de ville et que pour organiser et délester la voiture et éviter d'avoir ce goulet d'étranglement au niveau du pont du 8 mai, c'est justement un investissement, je pense, majeur, qui viendra peut-être aussi compenser les suppressions nettes de stationnement entre 250 et 300 stationnements à la RIA qui ont été supprimés près du canal et les 120 que vous venez de supprimer sur le modèle Keller Minier. Donc, au contraire, c'est une bonne alternative pour venir organiser les flux dans Pornic.
Oui, j'aimerais rajouter par rapport à ce que M. Hubert a dit, je me suis procuré une délibération du conseil municipal de 2024 où il est fait que M. Barbe, donc, qui est l'actuel adjoint à l'urbanisme de Mme Hugues, explique lui-même que depuis 2011, il n'y a pas eu de rapport entre la SNCF et la municipalité. Donc je remets entièrement en cause les discussions qui ont été eues par la majorité et je pense qu'elle fait beaucoup de désinformation. Il n'y a pas longtemps, on entendait dire que le parking, apparemment Jean Castex, qui était en déplacement à Savenay, aurait redit non. Et je me rallie tout à fait du côté de M. Hubert que pour avoir une vérité, je pense que ce courrier devrait être dévoilé pour pouvoir avoir au moins la vérité sur cette question qui est très importante. Oui, bah, si on doit le dévoiler, on le dévoilera, je l'ai là, donc on pourra le dévoiler sans problème. Effectivement, ce courrier, il a été demandé parce que, à force de dire qu'on est en contact très régulier avec la SNCF et notre parole ne comptant pas, on a fini par avoir ce courrier qui permet d'avoir un noir sur blanc. Donc je le mettrai à disposition, il n'y a pas de souci. Donc, au quotidien, en fait, on est à la manette, c'est aussi l'avantage. Mais au quotidien, on discute avec la SNCF, surtout que là, on sait qu'il va y avoir des travaux sur la ligne, et donc on a un certain nombre de discussions qui se passent entre nous, la SNCF, SNCF Gare et Connexion. Voilà, c'est assez logique que ma parole soit remise en cause, puisque je suis la bête noire à atteindre, mais enfin, moi je vous donnerai tous ces documents, il n'y a pas de souci. Et ce fameux courrier, nous l'avons demandé parce qu'on en avait marre d'entendre que finalement tout était toujours possible, on ne savait pas y faire, etc. Enfin, comme d'habitude, il y a toujours des experts plus experts que nous. Je vous rassure, vous n'êtes pas du tout la bête noire à atteindre, et pour vous dire positivement, nous avons pris attache aussi avec la SNCF. Si vous étiez si en relation avec SNCF, pourquoi, selon vous, pour la ligne Pornic-Nantes, on a dû attendre jusqu'en 2014 pour avoir des travaux avec des tronçons qui dataient des années 1800 ? Moi, sur cette question-là, j'émets vraiment un doute sur le fait que vous avez beaucoup de relations avec la SNCF. Quelle est votre vision des mobilités à Pornic, circulation automobile, stationnement, transport doux et transport en commun? Alors la question des mobilités, comme j'ai expliqué en prolongement sur le parking de la gare, pour moi c'est une priorité absolue. C'est qu'aujourd'hui on a une ville qui a continué de grandir ces dernières années, approchant les 20 000 habitants. Aujourd'hui, pour moi, la question des mobilités, c'est trouver un juste milieu, un équilibre parfait entre la voiture, le vélo, les transports en commun. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit aller plus loin que ce qui a été fait, comme par exemple la rénovation des routes, excusez-moi, au niveau de la voirie. Je pense qu'il faut aussi compléter la navette qui a été mise en place. Alors je le rappelle que pendant des années, cette navette était destinée seulement aux touristes et depuis 2 ans, elle est enfin destinée à l'usage de tous les porniquais. Moi je pense que dans cette navette, il faut aller encore plus loin, c'est-à-dire se doter d'un véritable réseau de transport en commun avec plus d'arrêts, plus de cadencement. Il faut aussi mettre en place des véritables abribus pour avoir un véritable service aux usagers. Sur la question du vélo, je pense que sur les mobilités douces, il faut continuer ce qui a déjà été mis en place sur les pistes cyclables au niveau de Sainte-Marie, de Pornic, du Clion. Il faut aussi qu'en ruralité, on puisse sécuriser ses abords. Et je pense que sur ce sujet, c'est une question qui va, sur les 6 prochaines années, qui sera un enjeu très important. C'est de comment avoir des mobilités qui sont en adéquation avec une ville de 20 000 habitants. Oui, alors les mobilités, évidemment, ça a trait à plusieurs thématiques. La première thématique, l'automobile, dans une commune aussi grande que la nôtre, l'automobile a sa place. Aujourd'hui, il y a 2 sujets qui sont importants par rapport à ce sujet de l'automobile. C'est 2 engagements, de ne pas supprimer de places de parking dans le mandat à venir, en tout cas celui qui a trait aux élections. Et le premier, c'est de maintenir la gratuité de ce stationnement, qui est assez rare d'ailleurs dans les stations balnéaires. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment le développement des mobilités douces, que ce soit le vélo ou la piétonisation. Un baromètre a sorti un diagnostic sur la ville de Pornic il y a 15 jours. Ça a été sorti à l'échelle nationale, mais on en a eu le focus à l'échelle de la ville de Pornic, disant quoi? Disant qu'il y a des améliorations et disant qu'il en reste à faire. Alors moi je regarde ce qui est devant, on a quand même beaucoup fait, on peut le regarder sur des axes très urbains, comme la route de la Bernerie, comme la route de Saint-Père, comme la route de Verdun, où on a fait des aménagements. Je remercie aussi l'association Place au Vélo, avec qui on prend de bonnes habitudes de travail pour aussi faire des liaisons cyclables qui soient travaillées avec eux, parce que ce sont des usagers au quotidien. Donc les liaisons douces, extrêmement importantes, y compris les liaisons douces pour relier
les villages et les hameaux de la commune, tout au moins ceux qui sont en proximité, pas trop loin de nos centralités, pour leur permettre de retrouver des solutions. Et puis j'ai parlé de la navette, les navettes estivales, je pense que ça fait partie de ce qui a été mis en place et qui fonctionne extrêmement bien, tout le monde s'en satisfait, la navette à l'année, elle est pleine. Aujourd'hui, moi je ne promettrai pas l'impossible, c'est ma nature, moi je suis cartésienne mathématicienne, il faut savoir que ces navettes coûtent très cher, elles ont été financées par la mise en place d'une taxe sur les entreprises de la totalité des 15 communes de l'agglomération. Elles sont perfectibles dans leur tracé, dans leur cadencement, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être aussi très prudent parce que plus de navettes veut dire plus de taxes sur les entreprises. Donc notre objectif, c'est de les améliorer, mais par contre, on ne les doublera pas, quadruplera pas parce qu'il y a à être vigilant sur ces taxes sur les entreprises. Et puis on a parlé du train, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, nous allons avoir 2 cadencements supplémentaires qui ont été travaillés avec la région et la SNCF, donc 2 cadencements supplémentaires à la fin de l'année. Et l'étape d'après, pour avoir plus de trains, tout le monde le sait, c'est des travaux qui sont nécessaires sur la voie pour pouvoir avoir des zones de croisement et de doublement. Et donc ces travaux à venir, financés par l'État, la région et RFF, ont été maintenant actés dans le contrat plan État-région. Et donc on sait qu'on aura ces travaux, il faut avoir de la patience, mais c'est ça aussi qui va nous permettre à terme d'avoir un train toutes les heures entre Nantes et Pornic. Et ça, je pense que c'est aussi un élément de mobilité, certes pour nous relier à Nantes ou à d'autres communes, mais un élément de mobilité qui est très important. Oui, la mobilité, c'est un enjeu, je dirais un besoin essentiel. On a un territoire de 100 km² quand même, avec 85 hameaux, 3 communes, villes fusionnées, qui ont des spécificités. Il faut avoir une vision globale. Donc, parler de mobilité, c'est aussi parler de vitalité commerciale, c'est parler d'accès aux services, de proximité. Donc effectivement, dans l'existant, si on commence à parler de voiture, le stationnement reste pour l'instant sans alternative essentielle, et on le voit bien, aucune zone commerciale périphérique que vous avez promue ces dernières années ne pourrait se passer de stationnement et stationnement illimité. Donc il y a d'ailleurs une concurrence, et il faut avoir quand même le diagnostic en place, c'est qu'il y a une concurrence forte qui se fait entre la périphérie et les centres-bourgs. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur l'accessibilité au centre-bourg, mais depuis les hameaux, parce que tout le monde a le droit de se déplacer et d'accéder. Par exemple, le centre-bourg du Clion, sans déviation des poids lourds et sans déviation, on ne pourra pas venir l'apaiser et l'aménager. Quand on parle de mobilité, je pense que c'est tout le plan de circulation qui est à revoir, notamment je pense à Pornic, qui est encaissé, construit sur une RIA, avec ce fameux goulet d'étranglement au pont du 8 mai. La RIA, qui s'est peut-être trop développée, trop poussée, on a obéré toute possibilité de connecter ou d'interconnecter. Dans ces documents que je vous ai montrés, Madame Hugues, vous vantiez et vous vendiez dans votre projet une interconnexion entre la rive sud et nord de la RIA, ce qui n'est plus possible de faire. La mobilité, c'est aussi et surtout l'accessibilité PMR. On le sait, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait, mais c'est le parcours du combattant à Pornic, notamment l'été, quand les quais sont fermés. Je ne sais pas si un vélo triporteur peut venir régler ça. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus ambitieuse. Et enfin, si on parle de transport, transport public, il faut peut-être arrêter d'avoir cette vision du tout gratuit. Parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, la navette est financée par les entreprises des 15 communes de l'agglomération, la navette pornicaise, qui verse 0,85% de leur masse salariale quand elles ont plus de 11 salariés. Donc le Leclerc est contributeur pour 70 000 €. Hier, on parlait avec Camping Car Park pour plus de 40 000 €. Or, ces mobilités ne sont pas assez cadencées, ne couvrent pas les horaires atypiques. Donc un travailleur au Leclerc ou au Camping Car Park a du mal à accéder, ou quand il part tard du travail, a du mal à l'avoir. Donc c'est un budget, actuellement, cette navette de 480 000 €. Donc très honnêtement, peut mieux faire, et peut faire beaucoup mieux. Mais faire beaucoup mieux, ça veut dire faire en concertation. Ça veut dire associer les associations dont vous parlez, Place au vélo, qui sont des personnes publiques, associer et des ressources précieuses. Ça veut dire associer les commerçants, les entreprises, et pas concerter comme on a dû le faire, enfin comme vous avez dû le faire sous le coup d'une décision de justice. Concerter en amont pour avoir cette vision globale, cette vision à long terme de maintenir la vitalité commerciale, les accès aux services et l'accès aussi au domicile. Parce que la ville haute,
je le répète, il n'y a pas de garage. Donc le guide opérationnel Petite Ville de demain qui a été délibéré en 2022, vous pourrez dire ce que vous voulez et je le tiendrai à disposition. Il prévoyait bien avant la concertation la suppression du parking du Môle, du quai Herminier et aussi prévoyait, et c'est marqué noir sur blanc, je le tiens à disposition, prévoyait aussi la suppression des parkings de la terrasse, des parkings des Halles et en partie du château. Merci. Juste, je voudrais préciser deux choses et revenir sur un sujet que j'ai oublié, j'en suis désolée. La déviation poids lourd permettant le réaménagement du bourg du Clion et une situation apaisée du bourg du Clion, c'est quelque chose qu'on partage et ça tombe bien parce que c'est un dossier qu'on a ouvert déjà avec le département. On sait que c'est un dossier au long cours, donc on a déjà eu des premiers contacts pour ouvrir ce dossier. J'ai pas eu accès. Et on le partage. Ben, y a pas de, c'est du travail, mais en fait, je ne fais pas un compte-rendu tous les soirs de ce que je fais de mes journées, mais on a ouvert le dossier avec le département. Vous basez beaucoup quand même vos interventions sur du travail de l'ombre auquel personne n'a accès. Oui, et c'est ça d'être dans l'exécutif, j'en suis désolée, je ne peux pas faire un rapport de mes journées tous les soirs, mais on partage, on partage ce sujet. Deuxième sujet, et c'est ce que j'ai oublié de dire, et vous y êtes revenu à juste titre, on a un sujet très particulier qui est comment on permet l'accès au quai de personnes qui ont du mal à faire les 10 derniers mètres ou les 100 derniers mètres lorsque le quai est piéton. La piétonisation des quais en cas de forte affluence, elle n'est pas remise en cause. On avait essayé ce triporteur. La mayonnaise ne prend pas, il faut être honnête, qui ne tente rien, ne voit rien. On est d'accord, le bilan du triporteur est pas satisfaisant. Et donc je pense que sur le quai, il faut qu'on mette en place une petite navette légère, visible, qui fasse le tour des quais, du style du Woodibus qui est fabriqué à Nantes par exemple. C'est des réflexions qu'on a pour permettre cette accessibilité au quai pour les personnes qui ont du mal à faire ces derniers mètres, parce qu'on se rend compte que ça correspond à certaines personnes. Quant au sujet Petite Ville de demain, on en a parlé moult fois ensemble. Je rappelle que le document que vous avez vu, c'est un diagnostic externe qui n'a jamais été suivi des faits dans le plan d'action choisi par les élus du programme Petite Ville de demain. Le document s'appelle Guide opérationnel, donc il porte bien son nom. Par contre, j'ai découvert dans la presse que vous aviez décidé d'abandonner Petite Ville de demain pour viser un autre label. L'arrêt d'histoire, c'est ce qui a été dit dans la presse sur Ouest de France. Cette idée, par contre, de petite navette, je sais que votre père l'avait portée au début des années 2000. Il y avait eu un test, cette navette s'appelait la Mouette, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc effectivement, ce ne sont pas de mauvaises idées, mais pour ça, il faut absolument repérer des parkings relais. Donc des parkings relais pour avoir un cadencement de cette petite navette et qui fasse une boucle et qui puisse permettre d'accéder au centre-ville. Donc nous, effectivement, on a identifié, parce que le parking du Val-Saint-Martin, contrairement à ce qu'est dit, c'est 24 minutes à pied, mais on a identifié en parking relais le parking du Val-Saint-Martin, le parking d'Arcéjac, qui n'est pas aussi proche que ce qu'on vient de dire, et le parking de la Bérochère aussi, qui est très souvent vide. Voilà, c'était pour précision. Quelles actions concrètes la municipalité peut-elle mener pour améliorer l'accès aux soins et attirer de nouveaux professionnels de santé? Alors la question de la santé est pour moi primordiale, c'est d'ailleurs le point numéro 1 de notre programme. Aujourd'hui, un maire n'a pas tous les pouvoirs pour ce qui va concerner du domaine de la santé. Par contre, il a des leviers qu'il peut utiliser et c'est ce qu'on défend concrètement dans notre programme. Aujourd'hui, Pornic a une problématique de santé, mais je pourrais même vous répondre que c'est la même au niveau du Pays de Ré, la même au niveau national. Aujourd'hui, on commence à manquer de plus en plus de médecins traitants, on manque de spécialistes. Aujourd'hui, à Pornic, on n'a plus qu'un cardiologue, on n'a plus qu'un dermatologue. Aujourd'hui, l'idée qui nous est venue, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on connaît tous le médecin de famille qui travaille 70 heures par semaine, qui travaille du lundi au samedi. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations de médecins qui sont en train d'être formés, cette période, elle est un petit peu révolue. Et mon idée, alors c'est une idée que je vais piquer à Saint-Brévin avec la maire en place, Dorothée Paco, je trouve qu'ils ont trouvé un moyen très astucieux de créer une maison médicale municipale où justement les médecins, dans cet exemple, les médecins sont salariés. Après, on peut voir si les médecins sont libéraux ou salariés. Mais je pense que la mairie, sur le foncier qu'elle a disponible, pourrait prêter des loyers des locaux à loyer modéré pour les praticiens.
Ça permettrait déjà d'être un facteur pour les faire venir, donc déjà on pourrait récupérer quelques médecins généralistes. Et je pense aussi que cette question, elle va pouvoir permettre à ces médecins généralistes, si par exemple la mairie employait une secrétaire ou autre, va permettre de remettre le médecin généraliste dans son cœur de métier, c'est-à-dire de soigner les patients. Et je pense qu'avec cette thématique, on pourrait attirer des nouveaux médecins. Il est aussi important d'accueillir des nouveaux spécialistes. Aujourd'hui, on sait qu'à Pornic, on a une population qui est vieillissante. Et aujourd'hui, à Pornic, on manque crucialement, comme j'expliquais, de spécialistes. Et une autre thématique, mais ce n'est pas géré directement par la municipalité, c'est sur la question de l'hôpital intercommunal du Pays de Ré. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un service d'urgence local qui est organisé par des médecins traitants. Et j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir cette question du débat pour avoir un véritable hôpital, comme à l'image de Saint-Nazaire ou à l'image de Nantes. Aujourd'hui, moi je pars du principe que la santé est vraiment une priorité absolue. Aujourd'hui, malheureusement, le Pays de Ré est ce qu'on appelle dans une cuvette. Et moi, je pars du principe que si on a besoin d'aller à l'hôpital, qu'on doit faire appel aux urgences ou autres, et ben chaque minute pour se rendre à Saint-Nazaire ou se rendre à Nantes est des minutes qui sont perdues. Et aujourd'hui, la ville de Pornic, comme on l'expliquait, elle continue à grandir. Et je pense que cet hôpital devrait être un véritable hôpital pour pouvoir pallier au manque de médecins actuellement. Bien évidemment, ce sujet il est crucial. Tous les jours, j'ai contact avec des citoyens porniquais qui n'ont pas de médecin généraliste ou qui mettent des délais incroyables à avoir des rendez-vous avec les spécialistes. Et tout ça, ça provoque une vive inquiétude. C'est pas un sujet propre à Pornic, c'est un sujet national. Je tendance à dire, à mon avis, en dehors de Paris ou des grandes villes, on a cette problématique, puisque en France, nous manquons de médecins, ça a été dit. La solution, elle n'est donc pas de faire des boîtes, de faire des pôles de santé, elle est d'avoir des médecins et d'attirer des médecins. C'est pas d'avoir une maison de santé qui va faire rentrer des médecins dedans. Aujourd'hui, le travail, il est engagé, il est en cours, il doit continuer, très en lien avec les médecins qui sont, les praticiens de santé qui sont regroupés dans le CPTS, et on est très en lien aussi avec l'hôpital pour travailler sur les leviers d'attractivité de notre territoire par rapport aux praticiens de santé. Le logement revient en particulier sur cette thématique, mais pas que. Et puis l'hôpital a aujourd'hui une action extrêmement importante parce que même si c'est un simple hôpital local, il permet aujourd'hui d'avoir des consultations de spécialistes qui viennent de temps en temps, et ça va se démultiplier. C'est des travaux qu'ils ont, mais qu'on accompagne pour qu'on puisse avoir des consultations de spécialistes qui viendraient de temps en temps ici. Tout cela n'est pas la baguette magique parce que le sujet est complexe, je le redisais, c'est de médecins dont on manque et pas obligatoirement de locaux pour accueillir les médecins. Oui, bien évidemment, il n'y a pas de baguette magique. Par contre, on sait qu'il y a un existant et un besoin et une tension qui se fait de plus en plus, sachant qu'effectivement, on a la plus forte croissance démographique de Loire-Atlantique, plus 500 à 600 habitants par an, une population aussi, et il faut le dire, vieillissante. Donc voilà, l'accès aux soins ou aux médicaments, l'accès à la santé de manière générale, c'est bien sûr un droit, un besoin vital. C'est une question de manque de médecins. Alors moi, je n'ai pas la même vision. Je pense que c'est une question de manque de médecins, mais pour attirer les médecins, faut-il aussi avoir des fonciers bien placés? Faut-il avoir des facilités quand les médecins ont des projets? Je pense au projet à la Blaftière qui, après un long parcours du combattant, va enfin voir le jour, ce projet privé de maison de santé pluridisciplinaire. Donc je pense que la mairie a des leviers, effectivement fonciers, doit faciliter toute demande de création de projets privés sur le plan urbanistique. Alors d'accord, il y a des règles, mais on doit accélérer le traitement et faciliter l'accompagnement. Ce sont des besoins aussi d'extension en termes de stationnement, parce que comme je vous le disais, le pôle santé nous comporte, et on le porte très clairement, effectivement, le foncier qui doit être mis à disposition ou acquis doit être un foncier qui est bien positionné. Parce que l'attention à Pornic se fait aussi parce qu'on n'a plus de médecins sur les communes limitrophes. Donc beaucoup se concentrent et viennent sur Pornic. C'est pour ça que penser un pôle santé, peut-être le penser aussi en lien effectivement avec l'agglomération. Et d'ailleurs, je le répète, Madame Hugues, pour peser dans les décisions de l'agglomération, vous savez que vous votez aussi le 15 mars pour vos conseillers communautaires. Il est clair que nous, notre liste, effectivement, vise aussi la présidence de Pornic Agglomération pour enfin essayer, je pense, de bouger les choses sur cet axe-là. Mais un pôle santé bien positionné, je pense notamment à l'axe Pornic-Nantes, me paraît être une évidence. Là, on a des cabinets comme voilà, le cabinet de la Tourte actuellement qui est saturé et qui se retrouve justement au milieu d'un plan de circulation qui est venu complètement resserrer les choses, proche du collège.
c'est très dangereux, on ne peut plus accéder, il n'y a pas assez de stationnement. Donc encore une fois, la santé, oui, un grand oui, un pôle santé, oui. Des maisons de la santé comme des petites communes comme Saint-Vion en ont porté, Saint-Nazaire plus grosse le porte, mais un grand oui, mais pensez globalement, pensez en accessibilité aussi, pensez en mobilité, et c'est tout ce qui attirera, à mon sens, aussi les médecins. Face aux enjeux environnementaux, de saturation urbaine et de qualité de vie, êtes-vous prêt à limiter l'urbanisation dans certains secteurs de la commune? Alors cette question elle est très importante sur l'urbanisation et je vais même la lier par rapport à l'architecture, comme j'expliquais hier au débat. Je suis très attachée à l'architecture historique du Pays de Ré et de Pornic, et je vais même dire qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup trop de béton qui ont coulé ces 30 dernières années. Donc oui, pour moi il faut stopper l'urbanisation, privilégier un développement maîtrisé de la commune et retourner aux sources. Ça passe également par protéger les hameaux, protéger les espaces naturels, éviter les situations et la saturation des infrastructures. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple de la rue du Canal avec les inondations, aujourd'hui c'est un manque criant d'infrastructures qui n'ont pas été mis aux normes de 2026. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir un rythme de construction qui soit en capacité réelle avec la commune. Aujourd'hui, je vais penser à l'assainissement, à la voirie, en matière d'eau. Aujourd'hui, urbaniser, on peut le faire seulement si on a les infrastructures. Aujourd'hui, je suis le premier à le dire autour de cette table que Pornic, sur une ville de 20 000 habitants, les infrastructures qu'on a ne sont pas nécessaires pour une offre de 20 000 habitants. Donc oui, en fait, je suis entièrement d'accord sur cette question qu'il faut limiter l'urbanisation afin de déjà se moderniser et je vais même dire penser au Pornicais avant de penser à l'extérieur. Bien, ces enjeux environnementaux et d'urbanisation, ils ont été au cœur du travail de tous les élus puisqu'on vient de terminer la révision globale du plan local d'urbanisme. Il faut rappeler que sur ces sujets de préservation environnementale, de préservation des terres naturelles, de préservation des terres agricoles et de densification du coup, on a un plan local d'urbanisme qui doit appliquer, retranscrire les différentes lois qui ont été passées ces dernières années, en particulier, je pense à la loi climat-résilience, mais on est aujourd'hui dans une figure imposée de préservation de nos terres naturelles et agricoles. Et le PLU en tient compte. L'occasion aussi de dire que nous sommes très fortement soumis à la loi littorale qui s'applique de manière de plus en plus stricte. Et ce que la plupart des gens ignorent ou ne maîtrisent pas complètement, c'est que la loi littorale ne touche pas que la bande littorale, mais touche aussi toutes les zones en discontinuité d'urbanisation et donc vient à limiter très très fortement la constructibilité dans les villages ou hameaux de la commune sur lesquels aujourd'hui il est de moins en moins possible de construire. Donc tout ce travail de densification en particulier, de préservation environnementale, ça a été le travail de retranscrire tous ces objectifs bien fondés mais contraignants dans le plan local d'urbanisme. Aujourd'hui, il nous revient à nous d'appliquer ces règles et d'appliquer ce PLU, et c'est complexe. Et c'est extrêmement complexe parce que les lois nous obligent à densifier, à monter un petit peu. Les hauteurs ont été regardées secteur par secteur dans le plan local d'urbanisme, mais je dois convenir que c'est un sujet extrêmement difficile parce qu'on a tous conscience qu'il faut du logement à Pornic, mais évidemment, on n'a pas envie d'avoir un voisin à proximité de chez soi et on n'a pas envie d'avoir un R+2 à côté de chez soi. Donc aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, c'est l'acceptabilité de ces règles qui sont bien fondées, en particulier sur les enjeux environnementaux. Tout d'abord, rappeler qu'en matière effectivement d'urbanisation, je le répète souvent, mais effectivement, le bilan il est le suivant. De 2014 à 2023, ce sont 76 hectares qui ont été artificialisés à Pornic, soit sur la même période, la même surface que pour Lorient et Saint-Nazaire réunis, soit 380 fois la place du Môle. C'est une unité de mesure que maintenant, malheureusement, les gens ont bien en tête, mais ça permet un petit peu de planter les choses. Bien sûr qu'il faut venir, j'ai envie de dire, desserrer cette saturation qui est plus vivable. Mais je vous reprends Madame Hugues sur le PLU, le plan local d'urbanisme. Il faudrait déjà commencer par respecter les objectifs qui ont été fixés. On parle d'une production de 200 logements par an. Or, on sait qu'en matière de délivrance de permis de construire, pour l'instant, on est plutôt sur 4 voire 500 logements par an.
Et on a 5 à 600 nouveaux habitants par an, sans compter les constructions de nouvelles résidences secondaires. Donc effectivement, il y a eu un travail colossal qui a été fait, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de possibilité de respecter ces objectifs. En tout cas, la situation est la suivante. Pour l'instant, les objectifs fixés par le PLU ne sont pas respectés. Donc je pensais aux hauteurs de construction. Nous, ce qu'on propose, on proposera de modifier le PLU, notamment, vous parliez des entrées de ville, notamment pour venir ramener à des hauteurs acceptables. Là, en ce moment, on est à R+2 plus attique, donc on est à 15 mètres à la Gouttière, sur la rue de Nantes, auprès du rond-point du Sandier aussi. Vous savez qu'il y a des programmes en cours sur l'îlot Paul Paulet, encore plus de 200 logements qui sont prévus, alors que dans les documents, à l'époque, vous parliez de 200 places de stationnement, rue Paul Paulet. Donc encore une fois, on vient produire du logement de façon effrénée, sans penser le stationnement, sans penser les accès. Alors comment on peut parler de faire baisser la tension en se disant je suis contre un parking silo à la gare et maintenir des hauteurs de construction aussi fortes sur les entrées de ville? Ça n'a pas de sens. Donc effectivement, nous engageons, nous, à modifier le PLU pour faire baisser les hauteurs de construction, ce qui nous paraît plus raisonnable, à R+1 plus attique dans les entrées de ville. Je veux juste faire 2 remarques. Monsieur Hubert est toujours très très expert. On a déjà beaucoup fait le bras de fer avec les services de l'État. On a déjà beaucoup fait le bras de fer avec les services de l'État pour limiter les hauteurs, parce que si on suivait les préconisations de l'État au regard des lois, on aurait dû monter encore plus. Donc très bien. Je sais que c'est un sujet compliqué. Et puis je voudrais quand même aussi préciser quelque chose, parce que dans les chiffres que M. Hubert vous donnez sur l'artificialisation, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. C'est certes un petit peu technique, et à tort probablement, je ne rentre peut-être pas assez souvent dans la technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les surfaces artificialisées, elles sont comptabilisées à l'ouverture des zones d'aménagement concerté. Typiquement, la zone d'aménagement concerté de la Corbinière, la totalité de sa superficie a été comptabilisée dans notre artificialisation, là où aujourd'hui, elle va mettre plusieurs années à se construire, et donc les zones seront réellement artificialisées sur le dos. Donc, je voulais juste faire cette précision, parce que voilà, probablement je ne suis pas assez technique assez souvent pour expliquer les choses. Non, moi je ne suis pas expert, je me renseigne, je regarde ce qui se fait à l'extérieur. Une ville que je connais très bien, la ville de Vertou. On va aller s'y promener, vous ne trouverez pas des hauteurs aussi fortes. Donc ce qui se passe effectivement, c'est que vous avez tellement utilisé de foncier ces dernières années qu'on a été rattrapé par la patrouille et qu'on n'a plus de possibilité de faire de nouvelles ZAC. La ZAC de la Corbinière, c'est la dernière possibilité en l'état des choses, et vous le savez très bien. Donc ça contraint effectivement à venir monter en hauteur. Donc effectivement, c'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. Mais moi je le dis, et on engagera les négociations si c'est le cas avec la préfecture, il faut limiter les hauteurs de construction, voilà, pour garder effectivement une ville agréable. Parce que attirer c'est bien, vouloir faire des logements aux jeunes travailleurs à l'entrée de la rue Nantes c'est bien, mais il faut que l'environnement, je pense, reste agréable à vivre. C'est pareil, si on veut attirer des médecins, et on en parlait aussi, je pense qu'il faut le faire dans les conditions d'une ville qui soit réellement apaisée et avec un environnement respecté. Les jeunes ont-ils encore leur place à Pornic? Logement, emploi, formation, loisirs. Quelle politique municipale entendez-vous mener pour retenir et attirer les jeunes générations? Alors oui, la jeunesse est importante. Bon, comme vous le savez, j'ai que 25 ans, mais je m'intéresse énormément aux jeunes et j'ai envie de leur répondre, d'avoir un message particulièrement pour eux. Oui, vous avez toute votre place à Pornic. Aujourd'hui, ce que je constate au niveau de Pornic, c'est que l'immobilier est très cher, vous avez du mal à vous loger, et ce qu'on constate de plus en plus, c'est un petit peu un phénomène d'exode rural, c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus à partir dans les autres villes voisines, comme Chaumoret, comme Bain-Bœuf, comme Frosset. Aujourd'hui, je pense, j'ai même la conviction qu'à Pornic, il faut pouvoir construire de nouveaux logements pour les jeunes, comme j'ai toujours expliqué en campagne depuis 2021. J'ai toujours accordé une place importante aux jeunes et une attention particulière au Pays de Ré. Aujourd'hui, je suis convaincue que notre territoire, pour répondre à toute cette problématique de la jeunesse, il faut pouvoir créer des nouveaux établissements scolaires, pouvoir créer des nouveaux lycées, une université par exemple, avec des diplômes. Déjà, ça permettrait à nos jeunes de pouvoir rester dans notre territoire. Moi, la première chose que j'ai envie de dire à nos jeunes, c'est rester chez nous, ne partez pas à Nantes, ne partez pas à Saint-Nazaire. Et un autre constat aussi sur cette jeunesse,
c'est qu'aujourd'hui, si on veut vouloir dynamiser le tissu économique, je suis sûre qu'en développant encore plus d'alternance pour les jeunes et en les favorisant dans des filières qui sont comme des filières, par exemple de la pêche, la filière du tourisme, la filière du commerce, la filière, toutes ces filières où il y a encore de l'avenir, j'ai envie de leur dire, il faut que vous pouvez rester ici, mais il faut que la mairie puisse vous donner les moyens. Et ce que nous, on propose dans notre programme, c'est de vous redonner un avenir avec un programme de construction de plus de 200 logements accessibles pour les étudiants, pour les jeunes. Moi, je suis convaincue que les jeunes, c'est l'avenir de notre ville. Et aussi, j'ai envie de rajouter, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne restent pas à Pornic, car qu'on se le dise, il n'y a quand même pas beaucoup de choses pour se divertir, qu'il s'agisse de soirées, d'événements. Et j'ai envie dans ce programme de pouvoir développer de nouvelles zones de divertissement pour les jeunes. Alors je le dis, ça ne sera pas au niveau du centre-ville, au niveau du port, car aujourd'hui c'est un réel débat sur comment animer le port et réussir à convaincre, on va dire, à équilibrer toutes les générations. Mais on peut par exemple penser au chaudron avec des activités comme par exemple une boîte de nuit, comme un bar, comme par exemple des zones de loisirs avec de l'escape game, un bowling ou autre. Et je suis le premier convaincu qu'aujourd'hui, si on crée plus d'activités à Pornic sur ces zones de divertissement, on pourra garder notre jeunesse, ça la permettra de se divertir. Et j'ai même envie de dire que ça peut permettre aussi de sauver des vies, j'exagère peut-être le trait, mais je pense que vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il y avait des boîtes de nuit à Pornic, il y avait les enfants terribles, il y avait le night à Saint-Brévin. Aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on veut vouloir s'amuser la nuit, on doit se rendre soit à Nantes pour aller en boîte de nuit, soit à la Baule. Et moi, je pars du principe que pas tout le monde respecte la fameuse règle SAM, et je pense qu'en termes de santé publique, ça peut être dangereux de faire un aller-retour, de faire 100 km pour se rendre à Nantes, ou plus accessoirement c'est le chaos, et se rendre à la Baule. Donc je suis le premier convaincu qu'en développant plus d'activités pour les jeunes, ça permet de pouvoir développer encore plus de choses. Et j'ai même envie de dire sur la jeunesse, donc là j'ai parlé des jeunes qui étaient plutôt majeurs, et je pense qu'il faut aussi développer plus d'activités pour les mineurs, avec vraiment scinder la jeunesse entre les 12-16 ans avec des groupes pour pouvoir permettre de divertir tous nos jeunes et pas seulement un ensemble de 12 à 30 ans, car je suis convaincue que quand on est jeune, entre 12 et 18 ans, ou entre 18 et 25 ans, ou 25 ans et 30 ans, on n'a pas les mêmes priorités. À 25 ans, on va se poser la question du premier emploi, de savoir comment on va se loger. Il y en a certains qui font d'une famille. La tranche 18-25 ans, on va être plutôt dans la tranche des études, et la tranche 12-16 ans, dans l'école et l'apprentissage. Moi, je suis entourée de jeunes au quotidien, je suis mère de jeunes adultes. Donc, obligatoirement, j'ai une pression à la maison et une vision aussi des jeunes adultes au quotidien. Et d'ailleurs, quand j'ai pris la suite de Jean-Michel Brun et que j'ai été élue maire de Pornic, je l'ai dit à cette occasion que la jeunesse était quelque chose de primordial pour moi dans les grandes lignes de nos politiques. Je ne peux pas rentrer dans le détail, on a beaucoup parlé du logement, c'est un enjeu crucial pour garder notre jeunesse à Pornic. Évidemment, les loisirs, la formation, ce sont des sujets importants. Gageons que sur les loisirs, on n'oubliera pas quand même qu'une énorme partie sont sous initiative privée et portage privé. Je ne vais pas me mettre DJ le samedi soir en tant que maire de la commune, je la fais un peu de manière réducteur, mais tout ça pour dire qu'on est là pour accompagner les projets, favoriser les projets, mais on ne va pas faire de boîte de nuit municipale. Néanmoins, des projets, on en a pour la jeunesse, tels que la création d'un festival. Je donne cet exemple parmi tant d'autres. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la méthode. Moi, je suis très heureuse, il y a 3 jeunes sur notre liste, et surtout, au-delà des 3 jeunes, il y a Alexis qui a 24 ans, qui est en position éligible. Et donc ça, pour nous, ce sera précieux aussi d'avoir Alexis au sein de notre liste. Et puis, ce qu'on prévoit sur ce mandat, c'est d'associer les jeunes en mode projet ou en mode réflexion, comme on va le faire avec sur d'autres typologies, d'autres sujets. On veut vraiment associer sur des groupes de travail, pendant un temps donné, les jeunes à créer ce fameux festival pour demain, réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire de plus. Pas dans un mode commission jeunes adultes, on l'a déjà fait sur la commune. L'idée est louable, mais en fait on s'est rendu compte qu'une commission jeunes adultes, ça s'engage sur le long temps, ça s'essouffle beaucoup, et donc par retour d'expérience, je pense plus au groupe de travail pendant 4-6 mois pour travailler sur des sujets précis. Moi j'ai testé avec des jeunes l'idée et ça ils sont assez motivés pour dire on veut travailler sur le festival, on va s'engager avec vous. On veut travailler sur une autre thématique qui est peut-être la formation, on va travailler avec vous, avec peut-être d'autres jeunes que ceux qui vont travailler avec nous sur le festival. Donc ce qui m'intéresse, c'est que ce soit
la politique de la jeunesse soit aussi construite en partenariat avec la jeunesse. Alors, on dit souvent que le travail, c'est la santé. Je pense que la jeunesse aussi, c'est la santé. C'est la santé de notre société, c'est notre bien commun. Et à l'évidence, on sait qu'on est sur un territoire vieillissant. Donc l'intergénérationnel, c'est aussi le lien social, c'est la transmission, c'est aussi la santé mentale. Pour toute génération, c'est important d'avoir cette mixité. Il y a beaucoup de freins actuellement, effectivement. On parlait du logement, donc je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé avant. La formation, effectivement, développer peut-être de la formation professionnalisante. On parlait hier d'un BTS nautisme. Je sais que c'est un projet qui avait été porté au début des années 90 par un proviseur et qui n'avait pas abouti finalement. Mais ce sont des idées, effectivement, aussi pour attirer et permettre à des publics jeunes peut-être de rester au moment des études, de rester à Pornic. La jeunesse aussi, et c'est ce qui revient souvent, et on le voit, pour l'instant il y a des infrastructures qui ne sont pas du tout adaptées. La maison des jeunes, beaucoup ignorent son existence, elle est sous un porche au niveau de la maison des associations, elle est vieillissante, donc forcément il faut porter, mais avec les jeunes, ce projet de maison de la jeunesse. Et je reviens à la méthode, toujours effectivement, cette méthode, elle doit repasser par un conseil municipal, non pas des enfants, mais un conseil municipal de la jeunesse, qui a été arrêté pour le passeport civisme, qui est quelque chose quand même d'assez dématérialisé. Nous, ce qu'on veut, et comme dans toute politique, c'est remettre l'humain au cœur des décisions, avec des contacts directs. Donc ce conseil municipal de la jeunesse servira à guider et orienter ces projets pour les jeunes. Je note qu'actuellement, la politique jeunes adultes n'est dotée que d'un budget qui varie entre 5 et 8 000 euros par an. 5 et 8 000 euros par an, sur un budget de fonctionnement quand même en dépenses de 23 millions d'euros par an. Donc vous voyez un petit peu les proportions actuelles. Donc effectivement, les ressources pour la jeunesse, ce n'est pas ce qui manque. Encore faut-il les mettre à disposition et surtout faire avec eux. Je veux parler, parce que vous disiez que vous ne seriez pas DJ en ironisant. Je rappelle que Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne, alors le projet a dû s'arrêter avec le Covid, mais Yannick Moreau avait déclaré d'utilité publique, un projet de lieu festif. Il ne faut pas parler que de la boîte de nuit, parce qu'on sait bien que c'est un modèle économiquement qui maintenant ne tient plus. Mais c'était un lieu qui vivait le jour et qui vivait la nuit. Le foncier avait été trouvé, mis à disposition. La ville finançait l'infrastructure, maîtrisait le cahier des charges sur un site adapté. Alors ça peut être une gestion. Nous, on le porte, ce projet de pôle culturel et festif. Effectivement. Mais ce n'est pas que pour la jeunesse, c'est pour tout le monde. Mais ça profite aussi, et c'est sûr, avant tout, à permettre, comme le disait M. Malinet, de maintenir nos jeunes à Pornic plutôt que de leur faire prendre le risque d'aller se divertir à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres. Donc ce projet, il est viable. La mairie peut trouver le foncier. Il y a des associations actuellement, jeunes et moins jeunes, mais je pense à Filfree, je pense à Barbe Bleue, qui ne demanderaient que ça, de pouvoir être intégré à un mode de gestion d'un lieu festif. Alors je vous avais donné des exemples, mais vous avez dit que c'était trop à l'écart. Il y a des plus grandes villes comme à Reims, Le Chèvre. Voilà, je ne suis pas expert, mais je m'intéresse à ce qui fait à l'extérieur. La base à Chambéry, ce sont effectivement de véritables lieux de vie culturels et festifs, qui peut se permettre le jour d'avoir des thés dansants pour les publics plus âgés, et puis de poursuivre sur des cafés-concerts la nuit. Donc voilà, il faut pas ridiculiser et réduire la vie festive à une boîte de nuit et un DJ, Madame Hugues, c'est beaucoup plus riche que ça. On avait étudié vos propositions, hein. Enfin moi je suis pas obtuse, ceux qui me connaissent le savent. On avait regardé vos propositions. C'était des tiers-lieux culturels, c'était intéressant, mais c'était pas l'objectif cible des lieux festifs nocturnes. Il y avait des choses intéressantes, mais c'était pas les lieux festifs nocturnes. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai du mal sur le développement de nouvelles activités, j'ai un petit peu l'impression que ce que la municipalité fait depuis quelques années, c'est en fait tout ce qui pourrait être sympa, qui pourrait être cool. La réponse est toujours non. Quand vous vous rendez à Saint-Brévin, quand vous voyez ce que Madame Paco fait de sa ville, quand vous vous rendez en fonction de la Baule, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est plus facile de pouvoir investir à Saint-Brévin, c'est plus facile de pouvoir investir à la Baule. Et je vais prendre des exemples d'acteurs locaux que je connais très bien, quand vous regardez sur les prix des concessions et que vous vous rendez compte qu'à la Baule, les concessions sont moins chères qu'à Pornic, je comprends pourquoi certains projets capotent quand la mairie n'y met pas du sien. Oui, on avait fait des propositions, mais on avait même dû mettre un débat à l'ordre du jour, parce qu'effectivement, il y a une pétition que nous avions lancée qui est, je crois, aux alentours de 2000 signatures quand même, donc c'est un besoin fort, toute génération. Et les lieux qui avaient été proposés sont des lieux qui vivent toute la journée et une partie de la nuit, en mode café-concert, pas en mode boîte de nuit, justement. Alors,
Moi, j'ai découvert, effectivement, on a aussi des jeunes sur notre liste, je pense à Noah Retourné qui a 19 ans, mais j'ai découvert la vidéo de présentation de votre colisté Alexis Riera, qui parle d'un projet de tiers-lieu pour les jeunes et qui parle d'un lieu de travail pour les étudiants sous le format d'une bibliothèque universitaire. Donc, si je disais le travail, c'est la santé, mais la jeunesse aussi, je pense que la jeunesse, par contre, a besoin aussi de sortir de ce travail. Des étudiants à Pornic, il n'y en a pas non plus des masses. On parle de divertissement. C'est ce que demande la jeunesse. Les jeunes ont le droit de s'amuser et c'est très important. Le tiers-lieu étudiant, c'est un projet pour la jeunesse, c'est pas notre projet pour la jeunesse, c'est un projet parmi tant d'autres qui est arrivé des jeunes. Je voudrais juste répondre à M. Maldinet que le prix des concessions, je vous l'apprendrai, mais en fait, il est proposé par les concessionnaires au moment de l'appel à candidature, donc voilà, vous apprendrez tout ça. Et puis je voudrais redire aussi que quand j'ai été pris le poste de maire de Pornic, j'ai été la première maire à proposer aux établissements de la commune de me demander l'autorisation de fermer à 3h du matin. Donc, je ne ferme rien, au contraire, je pense que j'ai une grande ouverture d'esprit sur le sujet parce que moi aussi j'ai connu 3 boîtes de nuit quand j'étais jeune et j'étais jeune sur la commune et Dieu sait qu'on avait de la chance. Police municipale, effectifs et présence. Dans la majorité des stations balnéaires, la police municipale est active 24 heures sur 24 en saison. Envisagez-vous d'augmenter les effectifs et d'étendre les plages horaires afin de renforcer la présence sur le terrain? Oui, sans aucune hésitation. Aujourd'hui, la sécurité fait partie de la 3e priorité de notre programme que j'appelle rétablir l'ordre et la tranquillité. Aujourd'hui, on le sait que dans la plupart des villes qui ont été gérées par le Rassemblement national, elles ont eu des très bons résultats en termes de sécurité sur la création de police municipale à des endroits où il n'existait même pas, sur le déploiement de renforcement systématique de la vidéoprotection, mais sur la question essentielle de Pornic, je pars du principe, je vais partir même du principe et remonter l'historique. En 2020, on a eu la chance d'avoir monsieur Jean-Michel Brard qui nous annonçait quand je serai réélu maire de Pornic, je passerai les effectifs de 6 à 8 agents. Fait constatable, nous sommes aujourd'hui le 21 février, ils ne sont que 6 agents. Je vais prendre un exemple, je vais faire un rapide calcul devant vous. Si vous avez 6 agents de la police municipale, 6 agents de la police municipale ont des congés comme tout le monde, ils ont environ 5 semaines de congés payés. Vous faites déjà 6 fois 5 semaines, vous êtes à 30 semaines. Donc sur une année calendaire où vous avez 52 semaines, vous avez déjà 30 semaines où la police municipale de Pornic n'est pas en effectif complet. Et quand on rajoute, en regardant les détails de ce qui s'est passé au niveau de la police, de certaines démissions, sur du pourquoi, du comment, aujourd'hui, moi je pense que sur la police municipale de Pornic, il faut leur donner plus de moyens et leur donner des moyens illimités. C'est-à-dire qu'il faut doubler urgemment les effectifs de police municipale quand on regarde ce que fait nos villes voisines comme la Baule, qui je crois de mémoire a 13 ou 15 agents. Je pense que la première année, si je suis élu cette année, ça sera de doubler les effectifs de la police municipale et ensuite de regarder par rapport aux aléas par rapport à la saison, car on sait que Pornic est une station touristique et que l'été on a un quadruplement de la population, de voir sur les effectifs. Aujourd'hui, chaque été, on va dire qu'on a la chance d'avoir le petit article de presse pour dire que les renforts arrivent. Concrètement, c'est faux. Aujourd'hui, ce qui se passe, comme tout agent de la police municipale ou de la gendarmerie qui est une autre compétence, ils prennent des vacances, donc il n'y a pas plus d'effectifs. On va aussi parler sur la sécurité. Moi, je pense qu'il faut plus de caméras vidéo de protection et je pense qu'elles doivent être reliées à un centre de supervision unique et aussi réparer les caméras actuelles. Et je vais même parler, pour moi, je pense que la sécurité est la première des libertés et qu'il faut une tolérance zéro face aux incivilités et au trafic. Moi, je suis convaincue, aujourd'hui, je vais vous prendre la brigade, alors là, je parle d'une thématique qui n'est pas de la mairie. La gendarmerie de Pornic, la brigade Pays de Retz, environ 125 hommes. Aujourd'hui, en termes de sécurité, notre territoire est gangréné par les trafics de drogue, qu'il s'agisse de cocaïne, d'ecstasy ou autre. Moi, aujourd'hui, je prends le pari que je préfère avoir plus de policiers municipaux à Pornic pour délester une partie de la gendarmerie de Pornic sur les rondes qu'ils font quotidiennement pour pouvoir permettre à la gendarmerie d'aller chasser les trafiquants matin, midi et soir. Pour moi, la sécurité, c'est une priorité. Ça passe par augmenter les effectifs, augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance, déployer une présence de police 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, renforcer la présence policière sur le terrain, renforcer l'armement. La mairie de Pornic a déjà un armement, mais je souhaite optimiser cet armement.
garantir un interlocuteur à toute heure et surtout soutenir l'action de notre police municipale en prenant divers arrêtés. Oui, alors, police municipale, alors, moi je ne fais pas la course à l'échalote, je vais être pragmatique. Oui, je pense que la police municipale doit être présente plus sur le terrain. D'ailleurs, aujourd'hui, nos 7 brigadiers, nos 3 ASVP doivent être, parce qu'ils sont 7, doivent être plus présents sur le terrain. Pour qu'ils le soient, on a aussi pris une assistante qui leur permet aussi de leur dégager du temps. Ça ne suffit pas à mes yeux, puisque j'estime qu'elle doit être plus présente en fin de journée, puisqu'elle débauche trop tôt, et je pense que c'est important qu'elle puisse rester un peu plus tard, en début de soirée, sur le terrain. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle est présente en juillet, août, le week-end, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la fréquentation de notre commune, elle doit être présente aussi le week-end sur les mois de mai, les mois de juin et les mois de septembre. Une fois qu'on a posé ce sujet-là, les calculs en fonction des congés, des arrêts, etc. Ok, bon, bah ça c'est le lot quotidien de la gestion RH. Il faut qu'on regarde combien de policiers municipaux il nous faut. Mais moi je parle du besoin pour regarder comment on fait. Donc je pense que oui, les effectifs doivent être plus sur le terrain et on doit renforcer nos effectifs sur la base des calculs de besoins, d'heures, puisque moi ce que je sais aussi de la police municipale, c'est qu'ils sont aussi intéressés pour faire un peu plus d'heures supplémentaires qui permet aussi partiellement, pas totalement, mais partiellement de répondre à ce besoin. Le pragmatisme, c'est la même chose sur la vidéoprotection. Moi, je pense que la vidéosurveillance, un mur d'image, est disproportionné sur notre commune. C'est les échanges qu'on a d'ailleurs avec la gendarmerie. Notre système de vidéoprotection sur la commune aujourd'hui, il est de 72. On a retravaillé dernièrement avec la gendarmerie. On est en train de rajouter 4 points que nous avons votés au budget. On améliore aussi la qualité de nos caméras puisque les technologies vont vite et la qualité de l'image est importante. Donc on investit aussi cette année pour améliorer les caméras. Et puis je veux quand même redire, hein, la police municipale de Pornic, elle est armée depuis 2017. Oui, donc déjà on a la chance de notice de bénéficier de quelqu'un qui est expert en défense, effectivement, qui a eu l'honneur, comme il le dit, de servir dans l'armée de terre pendant 35 ans et qui maintenant est expert en défense. L'approche qu'on a eue avec lui déjà est une approche, voilà, moi je ne suis pas expert, mais on a regardé ce qui se faisait ailleurs. On a sourcé et effectivement, Pornic, en moyen de police municipale, investit 2 fois moins que les villes de même taille. On a un budget pour l'instant annuel de 700 000 €, qui représente, si je ne dis pas de bêtises, 2,5% du budget en dépenses de fonctionnement, là où on sait qu'il faudrait le multiplier par 2. Alors par contre, dire on multiplie le budget par 2 d'un coup d'un seul, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, parce que forcément le recrutement, et je pense qu'on partage dessus, est une difficulté. Après peut-être que pour recruter mieux, il faudrait peut-être payer un petit peu mieux. Je sais qu'à Nantes par exemple, il y a presque 1 000 € d'écart brut entre un policier municipal porniquais et nantais. Alors pour revenir plus concrètement à notre plan, qui serait justement progressivement multiplié par 2 le budget pour pouvoir monter à 3 équipages et couvrir ces tranches horaires et nocturnes qui ne sont pas couvertes et couvrir les week-ends pour avoir plus de proximité, parce que c'est ce qu'on dit, la police est au service de la population. On doit remettre de la proximité sur un territoire de 100 km² actuellement, et j'en avais parlé avec le chef de la police municipale, il est impossible pour eux de couvrir tout le territoire. C'est pas possible. Donc pour ça, effectivement, il faut augmenter les moyens. Alors on parlait d'armement, la police municipale est armée depuis 2017, mais j'avais aussi échangé, et ce qu'ils demandent, et a priori ce qui n'a pas été accepté pour l'instant, c'est un armement intermédiaire, d'armes non létales. Je sais, la semaine dernière, il y a eu une interpellation très musclée avec une arme blanche, et ils auraient aimé justement pouvoir avoir cet armement intermédiaire, donc très important. Alors, ce que vous appelez mur d'image, on peut en parler, parce qu'on en fait tout un grand mot. Pour l'instant, il y a 72 caméras à Pornic, qui sont des caméras qui enregistrent, mais qu'on ne suit pas en direct, donc à permettre de résoudre des affaires, peut-être de dissuader ou de déplacer le problème, mais elles ne permettent pas d'aider les policiers municipaux ou les gendarmes à intervenir quand les faits sont en train de se dérouler. Donc nous, l'idée d'avoir un centre de surveillance urbain, c'est pas pour faire ce que j'appellerais, pardon, excusez-moi vulgairement, du flicage. Non, déjà, et j'en avais aussi parlé avec le chef de la police municipale, c'est un besoin qui n'est pas toute l'année, ça je vous rejoins. Mais l'été, quand on a des fortes tensions, des fortes périodes de fréquentation, effectivement, ils m'ont fait part de ce besoin-là. Ce besoin-là, pas sur les 72 caméras, mais peut-être sur des points stratégiques, des points clés, autour du casino, autour des quais,
près de certains commerces. Voilà, c'est pas, il ne faut pas voir Big Brother, non, non, du tout, c'est se dire il y a un existant de caméra mais qui n'est pas mis en réseau. On peut peut-être sur 15 ou 20 points qui sont clés, les mettre en réseau et l'été permettre d'avoir quelqu'un derrière qui oriente mieux les équipages. Permettre aussi peut-être d'avoir une antenne de la police municipale l'été dans le centre. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Ça permet d'avoir un point de départ pour faire des patrouilles à pied. Parce que pour l'instant, effectivement, et la pierre n'est pas achetée à la police municipale, mais assise sur un territoire aussi grand, avec des amplitudes horaires aussi grandes, peut-être qu'il faudrait changer de posture. Peut-être que les PV, voilà, qui représentent plus de 250 000 € maintenant de recettes annuelles, peut-être que les policiers municipaux préféreraient s'occuper d'autres choses que les PV de stationnement, justement. Avoir une posture de prévention, pouvoir aller à la rencontre des habitants dans les hameaux. Je ne vais pas reparler du garde-champêtre de l'époque, mais la commune de Champmorey a une police rurale, une police de l'environnement. Nous, ça nous paraît important aussi d'avoir un équipage qui puisse aller faire ce rôle de police de l'environnement pour faire la prévention dans la lutte des dépôts sauvages. Beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que le mot d'ordre, effectivement, c'est de monter progressivement pour doubler les moyens sur la mandature et puis pour permettre de remettre de la proximité. Madame Hu, vous êtes depuis quand à la mairie de Pornic? Eh bien, je l'ai dit dès le début, je suis conseillère municipale depuis 2008, voilà, adjointe depuis 2014 et maire depuis 2024. Donc la question est simple, pourquoi en 2020 sur la sécurité vous n'avez rien fait? Le déploiement de la vidéoprotection, il date d'avant 2020. Donc Je parle du nombre d'agents. Vous l'avez pas augmenté entre 2020? On a augmenté le nombre d'agents, mais il y a 2 élus qui sont en place qui vous le disaient. Il y a aussi un enjeu de ouvrir des postes, c'est bien, mais la difficulté, c'est de travailler aussi sur l'attractivité et le recrutement, puisque pendant très longtemps, nos postes n'étaient pas occupés. Nos 7 postes de brigadier et nos 3 postes d'ASVP n'étaient pas occupés. Donc c'est pas si simple que ça. Ouvrir des postes ne suffit pas. Parce qu'en plus, il y a eu un gros appel d'air de la part de certaines grandes villes qui se sont décidées à augmenter leur police municipale, Nantes en particulier, et donc il y a une grosse concurrence sur les postes de policiers municipaux. Donc on a aussi du mal, ouvrir des postes c'est bien, mais il faut aussi recruter. Politique culturelle et spectacles estivaux. Des spectacles de grande envergure, parfois très coûteux, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros, un budget conséquent, les feux d'artifice, sont proposés durant la saison touristique. Ne pensez-vous pas qu'il serait pertinent de répartir une partie de ces budgets au profit de compagnies locales afin de soutenir la création artistique du territoire? Alors cette question est très large. Je vais d'abord commencer par remercier le tissu associatif de notre ville. Aujourd'hui, on a la chance à Pornic d'avoir un réseau de plus de 289 associations, très diverses, dans différents secteurs. Je voudrais les remercier car grâce à eux, il y a beaucoup d'animations qui sont permises par rapport à beaucoup d'événements. Et aujourd'hui, je partage entièrement le constat que sur l'offre d'été, il y a beaucoup de choses qui sont déployées, comme les feux d'artifice, comme des compagnies, comme la venue par exemple de Violette d'Orange à 18 000 €. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec cette politique, car je sais que dans le Pays de Ré, à Pornic, on a les ressources, on a des compagnies locales, on a des artistes locaux, et je pense même, d'un point de vue général, sur les subventions des associations. Alors je ne dis pas qu'il faut élargir à absolument toutes les associations, mais moi je pense que sur la question de la culture, pour moi la culture c'est ce qui va donner une ville qui rayonne. Et sur ça on a plusieurs idées que je vais détailler et puis après expliquer répondre en détail sur la question. Je passe par le fait de la modernisation de la maison des associations en centre-ville qui me paraît sous-dimensionnée. Des subventions transparentes fondées sur l'utilité sociale. Donc ce qu'on propose, nous, au Rassemblement national, c'est de pouvoir élargir les subventions à la culture qui sont déjà données actuellement pour pouvoir permettre à de plus petites associations, selon leur objet social, leur utilité publique, de leur donner plus de moyens pour pouvoir organiser plus d'événements. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'une ville, elle rayonne par ses associations, ils sont issus de bénévoles, et je pars du principe que plus il y a d'événements, plus il y a de flux. Et je pars du principe, justement, vous répondez, la question à juste titre sur les feux d'artifice, je pense qu'effectivement l'été il y a trop de feux d'artifice, même si on va avoir un côté sur l'environnement, aujourd'hui il y a des choses qui peuvent se déployer, comme des feux d'artifice à LED ou autres. Je prends juste la thématique de l'environnement. Aujourd'hui ces feux d'artifice au niveau de l'environnement de notre côte et même au niveau des oiseaux, des arbres ou autres n'est pas très écologique, mais aujourd'hui il y a beaucoup trop de choses qui sont concentrées sur la période de juillet-août où on fait venir beaucoup d'intervenants extérieurs, on fait beaucoup de feux d'artifice,
Et aujourd'hui, ce que je veux pouvoir créer dans notre programme, c'est créer de nouveaux événements populaires avec en particularité un festival qui me tiendrait à cœur. Ça serait un festival qui serait tourné sur l'histoire du Pays de Ré et l'histoire de Pornic. Ça serait un festival qui serait en arrière-saison, justement, qui ne serait pas en juillet et en août. Et ce tissu, enfin, ces associations et cette vie culturelle, pour moi, elle ne doit pas être un condensé seulement entre juillet et août. Et enfin, je pars du principe que si on multiplie les événements, qu'on multiplie les subventions aux associations et qu'on élargit le champ des possibles, c'est-à-dire avoir une offre culturelle et plus de festivals, plus d'offres, plus d'activités de janvier à décembre, on pourrait avoir une ville qui vit 12 mois par an, avoir plus d'événements dans le centre-ville, avoir plus d'événements dans la périphérie. Et donc pour répondre à la question concrètement, oui, il y a beaucoup trop de moyens qui sont utilisés l'été et qui profitent à des acteurs extérieurs. C'est une question qui revient souvent dans la population qui a effectivement ce sentiment d'une disproportion entre la programmation estivale et la programmation à l'année, là où on met un budget assez important dans notre programmation à l'année, avec des propositions qu'on essaye de diversifier, en particulier pour les familles, les jeunes enfants, etc. Il faut l'entendre, puisque si c'est un sentiment. Moi, je veux juste dire sur la programmation estivale, il y a un enjeu, pas de faire plaisir à nos touristes, mais il y a un enjeu aussi d'accompagner l'activité économique et touristique de notre territoire. Je le mets dans un petit coin. De l'autre côté, on a ce qu'on met dans notre propre programmation, et d'ailleurs, typiquement sur le théâtre, maintenant qu'il est bien rodé, on aimerait pouvoir augmenter l'offre au niveau du théâtre, donc il y a notre propre programmation, et puis l'accompagnement des associations culturelles. Enfin, moi j'étais encore à la représentation des Tréteaux de Pornic la semaine dernière. On leur met des équipements à disposition pour les expos, pour les pièces de théâtre, pour certains concerts. Je ne veux pas se faire de la pub à un tel ou un tel, mais enfin on peut parler de musique à Pornic si on veut. On met à disposition des équipements, on donne des subventions, on les a votées lors du dernier conseil municipal. Donc on fait déjà un accompagnement, on peut toujours faire mieux, allez vous dire, mais on fait déjà un accompagnement et en subvention et en infrastructure mis à disposition gratuitement des associations pour justement soutenir tout ce qu'ils nous offrent. D'ailleurs, eux, en termes de programmation, plutôt en hiver qu'en été, ça vient compléter la programmation de la ville. Et puis il y a un sujet qui nous tient à cœur par contre, c'est de soutenir plus fortement qu'on le fait aujourd'hui la création artistique. Et c'est la raison pour laquelle on voudrait rénover l'étage de la Maison du Chapitre, qui est une belle opportunité pour nous pour accueillir des artistes en résidence, parce qu'effectivement c'est un axe sur lequel on peut enfin sur beaucoup d'axes on peut toujours mieux faire, c'est toujours ça qui est intéressant en politique, mais sur cet axe-là je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Oui, très important. Tout d'abord, il faut aussi se dire qu'il y a un contexte qui est assez contraint. Effectivement, il y a eu des coupes budgétaires assez fortes à la région et on sait sur certaines associations pornicaises d'ailleurs qui ont eu besoin, pour compenser un petit peu, d'avoir des demandes un petit peu plus fortes. Je pense à une troupe, je pense à du théâtre au niveau du château. Donc il y a un contexte qui est contraint. La ville de Pornic a des ressources. Je fais juste un comparatif, et ce n'est pas de la démagogie. On a des recettes exceptionnelles. Les produits du jeu du casino, c'est 2 200 000 € pour la ville cette année. Ça représente 10% du budget de fonctionnement. L'enveloppe en subvention pour les associations, c'est 400 000 €. On a oscillé entre 380 et 400 000 € par an. Donc on a de la marge effectivement pour accompagner les projets de développement des associations. Il y a quelque chose qui est très important pour les soutenir, c'est l'accès aux infrastructures. C'est d'avoir des infrastructures qui sont adaptées. Le projet de rénovation, de transformation plutôt de l'ancien cinéma Saint-Gilles en théâtre Saint-Gilles, très bien, on l'a soutenu, il n'y a aucun sujet là-dessus. Par contre, derrière, effectivement, en termes d'animation, il va falloir mettre peut-être les bouchées doubles pour essayer d'avoir vraiment une vraie animation digne de ce nom. Donc ça doit peut-être passer par un recrutement dédié à cette infrastructure. Je pense à la salle Joséphine Baker. On a obtenu une baisse des tarifs, mais nous, dans notre programme, la salle Joséphine Baker, qui a coûté presque 3 millions d'euros, cette salle Joséphine Baker est majoritairement vide. Donc elle est chauffée pour ne pas être utilisée. Maintenant, on parle du constat effectivement qu'elle ne dégage pas beaucoup de recettes, donc il faudrait peut-être l'ouvrir et la dédier à certaines associations culturelles qui l'utilisent déjà un petit peu. Je pense à la danse, je pense aux chorales qui en ont besoin. Donc il va falloir effectivement donner l'accès à des infrastructures qui sont adaptées. Pour l'instant, en matière justement de salles, on va dire, adaptées, l'amphithéâtre Narcé-Jacques, c'est pas vraiment le cas, ni en termes d'acoustique, c'est plutôt une salle qui est polyvalente. L'espace dit culturel du Val Saint-Martin,
c'est des retours qu'on nous fait, c'est pas du tout adapté à la pratique du chant, par exemple. Je pense, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme équipement? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a nécessité à ouvrir ces infrastructures adaptées. On a un patrimoine pornique, un existant culturel superbe, on a un patrimoine existant. J'ai vu que vous aviez repris notre projet qu'on avait en 2020, qu'on vous a proposé pendant toute la mandature. Voilà, avoir ce centre d'art et d'histoire au niveau du bâtiment de la terrasse connecté au relais Saint-Gilles. D'ailleurs, il faudra sûrement penser à détertiariser et à déplacer peut-être certains services, peut-être pas le service culture, mais certains services de la ville qui peuvent peut-être être ailleurs que dans ce joyau patrimonial. Encore une fois, avoir accès à la culture, c'est avoir accès à son histoire, à son patrimoine foncier. Et nous, le projet, effectivement, est de venir faire un centre d'art et d'histoire avec des espaces d'expression, des espaces de création artistique. Vous parlez de centre d'interprétation maintenant. Bon, vous avez fait un plagiat avec d'autres mots. Très bien, si on a le même projet, c'est très bien. De toute façon, je souhaite que ce projet, il aboutisse. Donc voilà, je vais peut-être pas être plus long parce qu'on a utilisé beaucoup de temps, mais en attendant, ce qu'il faut faire, c'est avoir des infrastructures adaptées et surtout les penser avec les usagers, justement, avec les usagers. Merci. Alors, état de la voirie, de nombreuses rues de Pornic présentent un état de chaussée très dégradé. Quelles priorités et quels moyens comptez-vous consacrer à l'entretien et à la rénovation de la voirie communale? Alors la question de l'état des voiries à Pornic, comme le soulignait hier Madame Hugues en débat, ce sont environ 500 km qui parcourent nos trois villes entre Sainte-Marie, Le Clion et Pornic. Aujourd'hui, il y a un constat qui est simple. Quand vous êtes dans le bourg du Clion, le bourg de Sainte-Marie ou le centre-ville de Pornic, vous avez des routes qui sont plus ou moins parfaites malgré les divers travaux au centre-ville. Aujourd'hui, je voudrais vraiment alerter sur les campagnes de Pornic où l'état des routes est catastrophique. Au niveau des voiries, on y voit des nids de poules. Aujourd'hui, quand il y a des nids de poules qui sont réparés, la mairie va utiliser, les services techniques, excusez-moi, vont utiliser ce qu'on appelle une méthode de remettre des gravillons par-dessus. On le sait très bien que c'est la solution la moins coûteuse, mais c'est une solution qui ne fonctionnera pas dans le temps car ces nids de poules vont se conformer. Aujourd'hui, je vais même schématiser, vous avez la route bleue à Pornic, une fois que vous avez passé la route bleue, je vais même dire que vous êtes un petit peu dans le tiers-monde au niveau des voiries, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une goutte de goudron sur les 15 ou 20 dernières années. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est sur ce que la dernière mandature de 2020 à 2026, la majorité actuelle a fait un plan d'investissement de 60 millions d'euros. Moi, je propose de faire un plan d'investissement entre 45 et 50 millions sur les 6 prochaines années, mais je prévois surtout de mettre pour l'état des voiries beaucoup de moyens, c'est-à-dire 9 millions d'euros pour pouvoir revoir les trottoirs, revoir les routes, revoir les réseaux cyclables, pouvoir aussi sécuriser les abords pour nos jeunes qui prennent le bus, les transports en commun, qui prennent le bus le matin pour se rendre au collège ou au lycée. C'est également pour la navette urbaine. Aujourd'hui, je veux vraiment, sur cette prochaine mandature, sur le plan d'investissement que nous avons fait, je veux vraiment tourner l'utile à vos priorités. Et aujourd'hui, quand je constate l'état des voiries, il faut urgemment mettre en place des plans qui sont pluriannuels. Il faut aussi adapter les infrastructures aux défis auxquels cas nous allons faire face dans les prochaines années par rapport au dérèglement climatique. Aujourd'hui, quand vous vous rendez en campagne, au niveau des infrastructures, vous avez la voirie certes, mais sur les réseaux d'eau qui ne sont pas du tout aux normes de 2025. Aujourd'hui, il y a un travail colossal qui est à faire en campagne. Et si demain, vous me confiez la mairie de Pornic, je ferai une priorité de la voirie et des campagnes pour notre ville. Ce sujet des voiries, on voit bien que c'est un sujet prégnant dans toutes les communes. D'ailleurs, le Courrier du Pays de Ré en a fait un article important hier. Sur notre commune, de par le nombre de kilomètres de voiries, 400 en campagne, 100 en ville, bah, évidemment, le sujet il est hyper important, avec des budgets à y consacrer, qui ont été importants pendant la mandature. On refaisait le point, puisque ça a été un débat du conseil municipal, tout confondu, rural, ville et grands programmes. On a dépensé 14,7 millions sur les routes pendant ce mandat, c'est non négligeable, et pourtant, force est de constater qu'effectivement, on a de la voirie qui nécessite d'être toujours réinterrogée. Et je voudrais parler de la méthode, parce que là aussi, ça a été souvent discuté. Oui, nous avons un programme pluriannuel prévisionnel d'investissement sur notre voirie, et en ville, et en campagne,
Mais ce programme pluriannuel, il est révisé tous les ans. Il est révisé tous les ans parce que nous le savons très bien, et on est en train de le voir, les effets neige, les effets pluie font qu'une route, on va dire, qui a été catégorisée une année 1 à faire assez rapidement, eh bien, pour peu qu'elle ait pris de la neige, de la pluie, elle peut s'être dégradée beaucoup plus vite que prévu, et on le voit en ce moment en ville comme en campagne. Donc on refait un diagnostic de nos rues pour revoir les priorités chaque année, et puis il y a en ruralité, nous avons des référents de secteur qui sont bien souvent des agriculteurs puisqu'ils connaissent et ils parcourent en permanence les chemins et les routes rurales, qui nous aident à réactualiser ce diagnostic pour voir plus précisément où on met ce budget de renouvellement dans nos voiries. Oui, l'état de la voirie, c'est un sujet majeur. Comme le rappelait Madame Hugues, 500 km de voirie. Au-delà de la sécurité, c'est vrai que ça participe aussi, encore une fois, de ce sentiment un petit peu d'inéquité entre les hameaux, ce qu'on appelle, mais moi j'aime pas péjorativement, le rétro-littoral, et puis le littoral. Effectivement, je note que vous avez parlé de 14,7 millions d'euros sur les 6 dernières années. Alors, à mon avis, il doit y avoir dans cette enveloppe des nouveaux investissements, puisque pour l'instant, en budget de renouvellement et d'entretien, un stricto sensus, vous oscilliez chaque année entre 1,1 et 1,2 million d'euros. Et puis cette année, il n'y a eu que 600 000 euros, effectivement, en entretien, renouvellement, en budget d'investissement. Donc, bon, je ne vais pas parler plus des chiffres, mais en tout cas, je m'étonne un petit peu de ce budget. La voirie, ce qu'il faut savoir, et c'est pareil, c'est cette méthode qu'on doit avoir et qu'on doit s'attacher à avoir dans chaque projet, chaque pan de nos politiques publiques, c'est-à-dire avant tout, il faut concerter. Concerter réellement. Donc pour concerter réellement, ça veut dire, on en parlera peut-être en matière de gouvernance, ça veut dire, et c'est notre projet, remettre des conseils de secteur. Remettre des conseils de secteur pour faire remonter l'information, surtout pour éviter justement le sentiment d'inéquité, de frustration, de non-écoute, remettre ce dialogue. Ensuite, ça veut dire budgéter et expliquer les priorités. Les priorités, nous on demande à ce qu'elles soient expliquées dans le cadre d'un budget qui est structurant, que beaucoup de collectivités ont, qui s'appelle le plan d'entretien triennal des voiries et des réseaux. Ce document est inexistant à Pornic, on le réclame depuis des années. Je rebondis sur le dernier conseil municipal, où votre adjointe aux travaux, Madame Mondino, nous a expliqué qu'il fallait attendre le mois de juin et passer la saison pour flécher justement les budgets qui avaient été pensés. Et ça dénote vraiment du manque d'anticipation et de planification. On a besoin d'avoir une vraie planification, parce que quand on concerte, qu'on relève les besoins, qu'on les priorise, qu'on budgète, ensuite on planifie et ensuite on rend compte. Et ces conseils de secteur, ils doivent servir aussi à rendre compte des réalisations. Voilà, donc je ne m'étalerai pas plus, effectivement il y a besoin de plus de budget, mais il y a surtout besoin de plus d'écoute, plus de dialogue pour mieux cibler les besoins et pouvoir agir en bonne transparence. Station d'épuration et pollution de la baie de Bourgneuf. Chaque année, la station d'épuration déborde, provoquant une pollution de la baie de Bourgneuf et mettant en difficulté les ostréiculteurs. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour régler ce problème structurel ? Alors sur cette question, comme on avait pu évoquer, alors j'ai pas la connaissance du dossier n'étant pas aux manettes. Après, je sais qu'aujourd'hui la station d'épuration est actuellement en rénovation intégrale pour être entièrement réparée. La seule chose que je dirais, c'est que je condamne l'inaction qui a été faite, qui a entraîné beaucoup de saisons pour nos agriculteurs, et je voudrais leur adresser mes encouragements pour ceux qui sont encore en activité, vu les dégâts que la station d'épuration a causés, et leur apporter tout leur soutien. Merci. En fait, le sujet il est en cours. Ce qu'il faut peut-être expliquer aux citoyens, c'est que la problématique qu'on a sur notre agglomération, puisqu'on gère l'assainissement à l'échelle de l'agglomération, ce n'est pas un problème directement de nos stations d'épuration, mais c'est un problème de réseau. En fait, nos réseaux d'assainissement sont poreux, et donc ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a des problèmes de surverse en hiver et pas en été, alors qu'en été il y a beaucoup plus de monde. Donc on a beaucoup d'eau qui s'infiltre dans nos réseaux d'assainissement, et là ils viennent à poser un problème une fois qu'ils arrivent dans la station d'épuration, puisque dans la station d'épuration on vient amener de l'eau sale
mais aussi de l'eau de pluie, et donc on vient amener une surcapacité de traitement dans ces stations d'épuration. Effectivement, à Noël 2024, on a eu un phénomène de norovirus dont les causes débordement station d'épuration, présence de norovirus en mer, n'ont pas été avérées, mais on va tous être honnêtes, on voit bien la corrélation, même s'il est scientifiquement pas possible de l'avérer. Et donc, suite à cet événement, au sein des budgets de Pornic Agglomération, ont été multipliés par 2 les budgets liés au réseau d'assainissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 1 km de réseau, c'est 1 million. Donc, on n'est pas prêt d'aller au bout du bout de la rénovation de nos réseaux d'assainissement. Et donc, ce qu'il a été décidé, c'est de faire des travaux dans la station. C'est ce qui est en cours, fini à la fin de l'année 2026, pour finalement mettre notre station d'épuration en position de traiter cette surcapacité d'eau et donc d'eau à traiter qui lui arrive. En attendant, on n'a pas rien fait, puisque le temps que les marchés publics s'ouvrent, que les autorisations se fassent, que les projets publics, c'est toujours très complexe, on a augmenté les espaces de lagunes qui permettent de stocker l'eau qui est en surplus. Malgré tout, il faut être transparent et honnête, avec les phénomènes météo qu'on a eu ces derniers temps, on a encore, tant qu'on n'a pas augmenté notre station d'épuration telle que je l'expliquais, on a encore des phénomènes de surverse qu'on surveille de très très près, et on est en lien aussi très fort avec les ostréiculteurs. On a lancé un système d'alerte qui leur permet de savoir, c'est pas satisfaisant dans l'absolu, mais on leur donne l'information, dès qu'il y a une surverse, en transparence, ils en sont informés, ce qui leur permet, en cas de risque, de mettre en protection leur production. Oui, ben, je dirais, idem pour le logement, on paye des décennies de non-anticipation ou d'inaction. Effectivement, comme le disait Madame Hugues, on a un réseau qui est surtout le réseau mer qui est à la côte, qui est complètement poreux. On parle de 120 à 150 km, 1 million d'euros de kilomètre. Donc effectivement, les ostréiculteurs, malheureusement pour eux, mais heureusement aussi pour nous, ont été le révélateur vraiment du problème. En revanche, et on le sait parce qu'on a voté les budgets, notamment pour la station d'épuration de Pornic, 19,5 millions d'euros je crois, c'est un problème qui n'existe pas d'aujourd'hui. C'est même surverse dans les mêmes quantités, et c'est marqué dans le rapport de l'expert. Pour le coup, c'est pas moi l'expert, moi je lis le rapport de l'expert. Dans le rapport de l'expert, les mêmes surverses intervenaient déjà en 2015, 2016 ou 2017. Donc c'est pas un problème qu'on a découvert là. On avait connaissance de ces surverses. C'est un problème qu'on a découvert par le fait des ostréiculteurs. Il faut savoir qu'il y a un plan d'urgence, et ce n'est pas une adaptation hydraulique, contrairement à ce que dit un de votre adjoint, c'est vraiment un plan d'urgence qui a été débloqué. 190 millions d'euros sur 10 ans, donc 100 millions d'euros d'emprunt. Ça permettra de renouveler non plus 1%, mais 2% du réseau. Donc on est encore dans une fuite en avant, mais par contre ça fait passer le budget d'assainissement de l'agglomération dans le rouge. 11 années en termes de remboursement. Donc on sait vraiment qu'on paye des décennies et des décennies d'inaction. Une chose, si on revient vraiment sur la mesure concrète sur le norovirus, et nous c'est pour ça qu'on l'avait fait savoir en conseil municipal, dans les 19,5 millions d'euros, il y avait au-delà une enveloppe supplémentaire d'1 million d'euros qui pouvait être mise en option, qui est une enveloppe qui concerne le traitement du norovirus. On l'a fait savoir, alors parce que les budgets sont vraiment très, très ric-rac, mais cette enveloppe de traitement du norovirus pour la future station, oui, l'agrandissement de la station d'épuration de Pornic, 1 million d'euros, cette enveloppe n'a pas été activée. Donc c'est quand même le comble de se dire que le révélateur, et ce qui a été catastrophique pour les ostréiculteurs, dans un budget de 190 millions d'euros, on n'est pas capable d'activer cette enveloppe de 950 à 1 million d'euros pour venir traiter le sujet de révélateur qui est le norovirus. Et donc effectivement, si je reviens, une des urgences, c'est de venir appliquer cette option. C'est un traitement par UV, mais il faut à tout prix, je pense, en équiper nos stations d'épuration. Pourrait-on envisager de confier à une ferme située sur le territoire intercommunal la production en légumes et en viande bio pouvant ravitailler la cuisine centrale de la ville? Oui, tout à fait, c'est une piste qui est très intéressante. Je suis convaincue que favoriser les circuits courts et les marchés publics adaptés, ça permet de soutenir déjà l'agriculture locale et ça permet de garantir une alimentation de qualité dans les cantines. Aujourd'hui, il faut savoir que ce qui est déjà fait au niveau de Pornic, c'est une restauration de type central. Après, c'est toujours une question au niveau des appels d'offres dans les cahiers des charges. Ça peut être ajouté de rajouter 1%
pourcentage de local. Après, ça, c'est vraiment à voir en fonction des différents producteurs ou autres. Et ça, c'est une thématique qui a travaillé en fonction de la mairie. Mais oui, je pense que c'est une piste qui est intéressante. Pour permettre à nos jeunes de manger de qualité. Je pense que c'est aussi un enjeu écologique de pouvoir favoriser les circuits courts. Et je pense que ça permettrait de faire marcher, comme je disais, l'économie locale. Bien, ça a été tout l'enjeu de la cuisine, de la création, enfin un des enjeux de la création de la cuisine centrale, qui pour moi est lui et le parc sportif probablement les deux projets dont moi, à titre personnel, je suis plus fière de cette mandature. La cuisine centrale, c'était de faire pour les élèves des 3 écoles publiques de la commune des repas de qualité et des repas le plus en circuit court possible. C'est pas si simple que ça quand on est dans les marchés publics. Donc juste pour être un tout petit peu plus technique, il ne suffit pas, entre guillemets, de faire une ferme située à côté, Le but, c'est de respecter les marchés publics. Donc la première chose qu'on a fait, nous, pour essayer de s'approvisionner un maximum en local, ça a été d'allotir nos marchés. C'est parce que généralement, faire un allotissement avec des petits lots permet à des plus petites exploitations, entre guillemets, de proximité d'y répondre. Premier sujet. Deuxième sujet, on est dans le cadre de marché public et donc on a beaucoup accompagné aussi les agriculteurs ou les exploitants qui le souhaitaient à répondre à ces marchés publics, parce que chaque citoyen, même s'il ne l'a pas vu, peut le mesurer que c'est quelque chose de très complexe. Aujourd'hui, on a des axes de progrès à faire sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait quand même quasiment 600 repas par jour sur la commune et que la fourniture de la part de tel ou tel agriculteur en légumes, en viande ou en d'autres produits, eh bien finalement, c'est pas si simple que ça de fournir ces grosses quantités. Donc on a encore à travailler avec les agriculteurs pour voir comment finalement ils peuvent mieux ou plus fournir notre cuisine centrale. La cuisine centrale, effectivement, là je pense on était tous d'accord sur ce mandat-là, on le portait aussi dans nos programmes de 2020, donc c'est un projet qu'on a soutenu. On l'aurait, nous, vu ailleurs, parce qu'on sait qu'en termes d'équipement, justement, on est limité à 600 repas jour. On aurait aimé monter à un cadencement de 1200 repas jour, justement pour aussi mutualiser, en faire bénéficier notamment les EHPAD et pas que les plus jeunes. Je rappelle juste la loi Egalim, donc la loi Egalim qui, dans la restauration scolaire, impose, ou en tout cas on va dire que c'est une règle vertueuse, mais cette règle vertueuse d'avoir 22% de bio et 50% de local. Dire qu'on va confier à une ferme, une seule ferme, déjà ça me paraît pas être la bonne chose, parce qu'en matière de commerce ou d'industrie, il ne faut jamais dépendre que d'un seul fournisseur. Et puis c'est surtout qu'on peut valoriser un réseau sur nos 15 communes, un réseau d'agriculteurs ou de producteurs qui est assez exceptionnel. Je rejoins Madame Hugues, effectivement, par contre c'est tout un jeu un petit peu d'équilibriste sur la rédaction des marchés publics. Pourquoi ? Parce qu'un marché public, normalement, on ne peut pas favoriser quelqu'un parce qu'il est local et parce qu'il habite à 10 km et pas à 100 km. Par contre, en revanche, effectivement, dans l'allotissement ou dans la rédaction des critères, on peut effectivement essayer de faire en sorte de permettre justement d'accéder à ces marchés publics, à ce réseau-là. Je veux dire aussi, il est important d'être en capacité d'étendre ces objectifs, normalement ces obligations de la loi Egalim, aux écoles privées. On en a parlé au conseil municipal et c'est une bonne chose. Les dotations sont les mêmes sans distinction, c'est très bien entre école privée et école publique. En revanche, effectivement, on n'a pas de moyens justement de contrôle, et vous l'avez dit, sur le fait que les objectifs de la loi Egalim dans le privé ne sont pas forcément atteints. Donc il va vraiment falloir, je pense, avoir un dialogue très 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 important avec ces établissements privés pour qu'ils puissent emboîter le poids, excusez-moi, je suis fatigué, emboîter le pas au modèle de la cuisine centrale et au respect de ces 22% de bio et ces 50% de production locale. C'était juste une petite précision. En fait, notre cuisine centrale, elle a bien été taillée pour être en capacité de faire 1000 repas. Aujourd'hui, elle n'en fait que celle des écoles de la commune, donc on a une marge de manœuvre pour qu'elle puisse en faire plus. On a aussi besoin de se rôder, on a aussi besoin que nos équipes se rôdent, donc elle en a encore sous le pied puisqu'elle pourrait aller jusqu'à cette capacité de 1000 repas jour, permettant de faire des partenariats ou avec des petites communes voisines ou avec des EHPAD
ou avec les écoles privées. Enfin, il n'y a aucune piste aujourd'hui, on veut juste que la cuisine se rôde correctement avec les équipes qui font d'ailleurs, tout le monde a pu s'en rendre compte, un super travail. Alors, quelle est votre priorité absolue pour Pornic si vous êtes élu maire? Alors, si les Pornicais et les Pornicaises me font confiance, le 15 et 22 mars, des priorités, j'en ai beaucoup. Je sais que je dois en choisir qu'une seule. Ici, vous avez le tableau des priorités qu'on utilise depuis septembre pour mener notre campagne. Je sais que ma jeunesse peut en effrayer certains, mais aujourd'hui, à Pornic, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais l'une des priorités, je veux vraiment pouvoir remettre les habitants au cœur des projets. C'est l'un des chevals de bataille du Rassemblement national, mais c'est aussi une conviction auquel je crois énormément, c'est le référendum local. Moi, je suis convaincue que la politique a encore un bel avenir devant elle. Je suis encore convaincue que les personnes s'intéressent à ce qui se passe dans leur ville, ce qui se passe au niveau des régions, des départements. Et j'ai envie, si je suis élue le 15 ou 22 mars prochain, de changer la gouvernance. C'est-à-dire que sur les projets, comme vous avez pu le voir tout au long de ce débat ou sur d'autres débats, des articles de presse, etc., on a beaucoup de projets sur Pornic qui s'équilibrent sur 11 axes. Aujourd'hui, moi j'ai envie, en plus de ces élections, de pouvoir vous donner la parole, pas seulement sur des concertations qui sont obligées, mais par des référendums. Je vais prendre l'exemple de la place du Môle. Aujourd'hui, moi j'ai envie que les Pornicais puissent décider si cette place nous convienne ou non. J'ai envie que les Pornicais puissent décider, au niveau de la sécurité. Moi je veux que les Pornicais puissent participer à cette vie démocratique, car je suis convaincue que la démocratie, c'est ce qui permet de nous faire vivre au quotidien. Et si je devais répondre parmi toutes ces priorités, c'est assez dur quand on a un programme qui est basé sur 11 axes, que je vais rapidement citer, mais entre la santé, la jeunesse, la sécurité, l'économie qui est important, l'aménagement de notre territoire, la voirie, l'action sociale, c'est aussi important de la prendre en compte, d'oublier personne, les transports en commun, les finances et la fiscalité, auquel cas je me suis engagée à ne pas augmenter les impôts si je suis élue maire le mois prochain. Également sur l'écologie et le littoral, ma priorité numéro 1 va être la santé. Aujourd'hui, à Pornic, comme vous le savez, on a une ville avec une population qui est vieillissante. Aujourd'hui, on manque crucialement de médecins, de généralistes, de spécialistes. Aujourd'hui, c'est une des priorités qui m'animera. Si vous me confiez les clés de la mairie les 15 et 22 mars, je m'engage à travailler sur la santé dès le début de mon mandat. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites à Pornic, mais pour moi, je suis convaincue qu'il faut d'abord commencer par l'essentiel. Et pour moi, j'appelle ça la santé est pour moi quelque chose d'important et de régalien. Et je veux pouvoir m'occuper de la santé de des Pornicais et des Pornicaises. Donc si vous me faites confiance les 15 et 22 mars prochains, je m'engage à travailler en priorité sur la santé, qui est un sujet très important pour moi. D'abord, aujourd'hui, j'ai pas envie de dire j'ai envie de dire nous, parce que l'étape de maire, c'est pas le 15 et 22 mars, c'est d'abord une élection d'une liste. Et moi, j'ai à cœur qu'on ait un maximum d'élus sur la liste que je mène, parce qu'il y a à la fois des expériences d'élus et à la fois des énergies nouvelles dans cette équipe, et j'ai envie d'en voir un maximum. Et ce que nous portons comme priorité, c'est toujours très compliqué de dégager des priorités. Il y a d'abord une priorité de méthode, le dialogue citoyen, en proximité, monter des groupes de travail, j'en ai parlé un petit peu. Aujourd'hui, je sais que c'est chacun sa méthode. Moi, j'ai fait hier soir, je pense, ma 50e réunion de proximité chez les citoyens. J'en fais pas beaucoup de bruit, mais j'adore cette méthode. Le dialogue citoyen, c'est primordial pour nous. La bonne gestion budgétaire, on n'en a pas parlé, parce qu'on peut avoir les meilleurs projets qui soient. À un moment, il faut aussi qu'on ait une trajectoire budgétaire maîtrisée sur notre commune, et c'est dans nos engagements. Nos 3 priorités dégagées, et on l'a mis dans notre programme, c'est la tranquillité publique, on peut dire la sécurité, on l'interprétera comme on veut. La deuxième priorité, c'est l'adaptation, c'est finalement la transition environnementale, et puis l'adaptation à ce changement climatique qui est inéluctable. Et puis notre 3e priorité, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est les politiques de logement, les politiques de mobilité, parce qu'on sait, en particulier sur le logement des jeunes, que ce sont les politiques les plus compliquées pour trouver des solutions sur un territoire aussi attractif que le nôtre, sur lequel nous souhaitons préserver aussi cette qualité de vie que nous avons. Donc, ces équilibres ne sont pas faciles à trouver, et ce sujet logement-mobilité, notre 3e priorité de programme,
c'est probablement la plus complexe. Oui, il n'est pas possible de définir une priorité absolue. Je pourrais pas, moi, contrairement à la presse, on n'a pas les moyens et on ne fait pas de sondage, donc je ne serais pas capable de dire est-ce qu'il faut prioriser la santé, le logement ou la jeunesse. Pour moi, ce sont des choses qui sont tout aussi importantes. Ce qui est sûr, c'est ce qui revient beaucoup. On ne fait pas de sondage, mais nous et toute notre équipe, depuis plus d'1 an et demi, on fait du porte-à-porte. On a engagé un porte-à-porte. On a rencontré, on a fini donc ces 170 secteurs, on a rencontré plus de 8100 Maritains, Porniquais et Clionnais en contact direct. Et ce qui est revenu beaucoup justement, c'est ce manque de dialogue, ce manque de proximité, cette envie de pouvoir faire remonter les choses, d'être écouté, d'être pris en compte. Je rappelle que quand on est élu, qu'on a la chance d'être élu, parce que c'est vrai, c'est des responsabilités, mais c'est aussi une chance. On est au service de la population, en bonne sincérité. On se doit de dialoguer, on se doit de rendre des comptes. Donc pour nous, notre priorité absolue, elle est de changer la méthode. Une méthode de proximité, remettre, comme on le disait, des conseils de secteur, réintéresser les jeunes à la vie municipale, rendre des comptes, concerter sur chaque projet avec vous, vous qui êtes au courant, plus que nous, plus que moi, qui ne suis pas expert de votre environnement, vous, usagers des associations, qui êtes au courant des besoins que vous avez, soit en termes d'utilisation, soit en termes d'infrastructures adaptées. On ne pourra rien faire sans vous. Et surtout, remettre du lien social. On est dans une société qui s'accélère, effectivement qui est très numérisée, et il le faut, mais on a tendance à perdre justement ce lien social, ce lien entre les générations. Et pour ça, pour recréer ces conditions-là, ces conditions, j'ai envie de dire, de rencontre, ces conditions humaines, d'équité, pour remettre l'humain au cœur des décisions locales, on a besoin de créer les conditions, ces conditions d'un cadre de confiance. Donc moi, si je suis élu, en tout cas, c'est pas le poste de maire qui m'intéresse, c'est pas une fin en soi, c'est pas une carrière en politique, c'est pas du cumul de mandats. Pour moi, ça serait un honneur de pouvoir vous servir. Voilà. Je parlais aussi d'autres sujets, on parlait de fiscalité, c'est une mesure aussi de justice, on n'a pas eu le temps de l'aborder. Pornic est en capacité de baisser les taux de la fiscalité locale sans se couper de recettes. On a des valeurs locatives qui explosent. Venir limiter, faire baisser la pression de l'impôt foncier, c'est aussi une mesure de justice, d'accès à la propriété, de maintien à la propriété. Et ça n'empêchera pas, ça n'obérera pas les ressources de Pornic pour venir mettre à disposition des infrastructures culturelles majeures de divertissement. On doit effectivement tout faire avec les habitants pour que Pornic soit une ville qui vive 12 mois sur 12, une ville qui soit apaisée, une ville avec un tourisme qui soit un tourisme peut-être plus encore de qualité que de quantité, mais tout ça, on ne pourra pas le faire sans vous. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce débat. Je remercie les candidats pour leur intervention, ainsi que les équipes chargées de l'organisation et du respect du temps de parole. Je remercie également les auditeurs pour leur attention. Le choix appartient désormais aux électeurs. Bonne soirée à toutes et à tous.